Alors, c'est la fin de la saison, c'est la fin de la saison, c'est la fin de la saison politique, c'est la fin de la saison médiatique. Alors, c'est pas tout à fait la fin de la saison de Ribot dans la sauce, c'est moi, de ma chaîne Twitch, puisque moi je partirai en vacances le 12 août, si je dis pas de bêtises. Donc en juillet, je vais streamer autant que faire se peut. Ça peut être un peu compliqué parce que j'ai des travaux chez moi. Voilà, ça je dis plus pour YouTube. Généralement, quand je parle de mes travaux, de mes trucs et tout, souvent c'est en pré-live et il n'y a pas forcément le truc sur. Vous n'êtes pas au courant, vous, la team YouTube. Mais sachez que j'ai des travaux chez moi en ce moment. Donc ça me prend beaucoup de temps. Donc je vais pouvoir streamer autant que faire se peut jusqu'au 12 août. Et après, je me prendrai 3 semaines de vacances, histoire d'être bien frais pour la saison 2026-2027 qui s'avère être exceptionnelle puisque c'est une présidentielle historique qui s'annonce. Bref, tout ça pour dire que là, en tout cas, on arrive début juillet. Donc c'est la fin de saison en politique, on va dire. Là, ça va commencer, les vacances des politiciens. Médiatiquement, on va passer sur un autre rythme, il y aura moins d'actu, etc. Je ne sais pas ce que Et c'est notamment, que le super les youtubeurs, on va dire, les youtubeurs politiques et les médias genre Blast et compagnie. Là, c'est la fin de saison. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va regarder le dernier épisode de Rhinocéros. Vous connaissez évidemment Rhinocéros, l'émission de Usul et Lumi, produit par Blast. Très bonne émission de critique média. Comme vous le savez, j'ai pas besoin de vous le réexpliquer. Merci Geekasmodi pour ton 6e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Let's go. Et du coup, pour la fin de la saison de Rhinocéros, ils ont décidé, si j'ai bien compris, de faire un peu un bilan de la saison médiatiquement. Qu'est-ce qui s'est dit dans les médias dominants? Voilà, un petit bilan de cette folle saison médiatique. Ça va parler de pluralisme, mais ça va parler de Jean-Luc Mélenchon. Vous l'avez vu, c'était dans le titre, n'est-ce pas? Donc voilà, une année médiatique qui aura été marquée par le fait de chier goulûment sur Jean-Luc Mélenchon et le faire passer pour le nouveau diable de la République, le nouveau Jean-Marie Le Pen. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer et de regarder l'épisode de Rhinocéros. Mais non, il mange des enfants? Oui, il mange des enfants, il va couler la France et en plus il est antisémite. C'est vrai. Non. Bonjour. J'ai calé le nom sur le générique, c'était magnifique. Bienvenue dans Rhinocéros, on n'est pas en plateau parce qu'il fait hyper chaud, hein, vous l'aurez compris, mais on n'allait pas vous laisser sans faire un petit épisode bilan de cette... Attends, c'est Usul en voix off? C'est Usul Prime? Alors ceux qui regardaient pas, ouvrez les guillemets. Enfin, à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Mes chers contemporains, c'est la première grande émission de gauche sur YouTube que faisait Usul. C'est un peu le début de des grandes vidéos de vulgarisation politique de gauche, etc. C'était YouTube à l'époque de Mes chers contemporains. Il n'y avait pas de facecam, c'était full voix off avec des images d'illustration à cette époque-là. Et après, il y a eu Ouvrez les guillemets, l'émission qu'il a eue sur Mediapart avec Host, et c'était vraiment trop bien, Ouvrez les guillemets. Ça faisait souvent des pas de côté par rapport à l'actualité, tout en se basant sur l'actualité. Trop bien. Et là, il y avait de la facecam. C'était le format avec un duo face caméra, comme ils font Blast maintenant, typiquement. Mais il y avait certains épisodes où ils n'avaient pas le temps de le faire, parce qu'il y avait un grand truc qui s'était passé, ils n'avaient pas le temps de faire le tournage. Et du coup, c'était vraiment Usul en voix off, quoi. Voilà. Et Usul en voix off, souvent, c'est des grands moments. C'est le Usul galvanisant. C'est l'Usul des grands jours, un peu, Usul en voix off, quoi. Donc là, c'est un épisode voix off. Alors, c'est pas que Usul, hein, c'est Usul et Lumi. Mais je trouve qu'il y a un lore avec les épisodes où ils ont pas pu tourner et Usul fait tout à la voix off. Souvent, c'est un peu les meilleurs épisodes, je trouve. Voilà. Et donc là, évidemment, c'est Usul et Lumi, un Rhinocéros, c'est pas l'émission d'Usul. Mais bon, bref. Parce qu'il fait hyper chaud, hein, vous l'aurez compris, C'est bien mais on OLG, n'allait hein. pas vous laisser sans faire un petit épisode bilan de cette folle saison médiatique. On en est où sur la question du pluralisme? Oui, en plus, ça va être la présidentielle. Les grands médias se préparent. À quoi on va avoir le droit à la rentrée, hein? Est-ce que ça va être comme cette année? Est-ce que ça va être pire que cette année? Est-ce que c'est possible de faire pire que cette année? Vous savez que Je le dis souvent, mais une des forces de Rhinocéros, enfin, l'émission est super, et le duo Usul-Lumi, il fonctionne trop bien pour une raison très technique, très simple. C'est qu'en termes de voix, c'est un peu les deux meilleures voix de la gauche YouTube, hein, on va dire. Enfin, la gauche YouTube, pour ce que ça veut dire. En termes de manière de parler, même de timbre et tout, les deux, ils sont excellents, quoi. Usul, il est plus approuvé, hein, il maîtrise très bien sa voix. D'ailleurs, on parlait d'imitation, il est très fort en imitation. Il a une voix du miel pour les oreilles, mais lui aussi trop forte. Hein. Trop forte. J'aime vraiment bien sa voix et sa manière de parler, c'est archi carré, quoi. Et ça compte énormément la voix dans ce genre de contenu. Donc du coup, le duo Usul-Lumi, en termes de voix, je trouve c'est vraiment estière dans tout ce qui est YouTube, quoi. Voilà. c'est la dernière de la saison. Ah non? Mais Non. pour nous trois, vous allez continuer, vous, de bosser. Mais moi, Nous, on sait pas. Hein. On sait rien. Nous. Ah bah écoutez, moi Nous, on je sait sais. rien parce qu'on lit la On nous presse, dit rien, nous autres. On lit hein. les rapports de l'ARCOM, alors on sait pas bien. Ah bah, où- on sait pas. et vous, ouais. vous avec l'ARCOM, faites très attention. Gilles-William Goldnadel et Julien Drey s'interrogent aussi, ils sont comme nous. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à participer ensemble à cette émission pluraliste présentée par Elliot Daval? L'émission s'appelle Face à Face et oppose donc ces deux mecs, un avocat d'extrême droite et un ancien socialiste. Julien Drey n'est Un ancien socialiste. Hein. Le ancien est très important. Hein. Julien Drey. Le baron noir. Le baron noir. C'est un mec du PS, mais c'est une enflure de première, Julien Drey. Hein. Parmi tous les anciens trotskistes,
de la France, c'est probablement le pire. Les anciens trotskistes, ça va de Julien Drey à Jean-Luc Mélenchon, hein, en passant par Edoui Plenel et Lionel Jospin. Mais de tous les anciens trotskistes, Julien Drey, c'est vraiment le pire. Et plus adhérent au Parti socialiste de Mon père l'a connu à la LCR, oh waouh. Et Usul, ancien trotskiste. Et moi. Voilà. Je prends les anciens trotskistes en France. Il y a Jean-Luc Mélenchon, Edoui Plenel, Usul, moi, Lionel Jospin, Julien Drey. C'est déjà pas mal, hein. depuis 2018. Mais vu que c'est un ancien socialiste, quand il nous explique que les insoumis sont antisémites ou qu'il faut arrêter de traiter Bolloré de fasciste, son temps de parole est décompté du temps de parole de la gauche. Mais Ça, c'est une dinguerie quand même. Non, il est de gauche, il était au PS en 2008. Bah, c'est bon, ok, d'accord. Super, mais vous savez quoi? Comptez Julien Audoul dans les voix de la gauche à ce moment-là. Comptez directement Julien Audoul dans les voix de la gauche. Il était au PS, je sais plus quand. Il a fait 1 an ou 2 au PS au début de sa carrière. Allez-y, c'est une voix de gauche alors, Julien Audoul. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc ça va parler du pluralisme sur CNews, ça va parler du rapport de RSF, de Reporters sans frontières. 100% ça va parler du truc de Reporters sans frontières. Je vous donne source proche du dossier, Arcom. T'es plus trotskiste? Alors j'ai jamais vraiment été trotskiste, hein, je dis ça un peu pour la blague. Mais c'est parce que il y a un lore autour de ça, c'est que c'est vraiment un profil à proprement parler, ancien trotskiste en France. Il y a trop de politiciens de premier plan. En fait, dans leur jeunesse, ils étaient dans des partis trotskistes et après, ils sont passés dans des partis plus sociodémocrates. Typiquement le PS ou autre, quoi. Voilà. À l'ancienne, Edoui Plenel, avant d'être journaliste, rédac-chef, etc., avant d'avoir sa carrière de journaliste de premier plan, il était dans je sais plus, il était à la LCR, il était à la Ligue communiste révolutionnaire. Il y a trop de gens qui commencent dans des partis trotskistes et après ils s'éloignent des milieux trotskistes. Jospin aussi, ouais, Mélenchon aussi, c'est ce que je disais. Pour du coup avoir une carrière qui n'est pas une carrière dans un parti trotskiste. Et c'est un profil type un peu dans la gauche française. La gauche française qui reste jusqu'à Julien Drey, du coup, ça rejoint un peu ce qu'ils disent. Voilà. Ils sont tous éteints, les anciens trottes, à part le vieux. Oh, ça va. C'est pas forcément les pires. Usul, il est cool aussi. Usul, pareil, il a commencé à la LCR. Et moi, pourquoi je dis que je suis ancien trotskiste? C'est parce que j'étais proche de lutte ouvrière pendant longtemps. Ça a vraiment participé à ma formation politique. Parce qu'un jour, à la fête de l'UMA, alors j'étais déjà de gauche, je m'intéressais déjà au communisme, hein, mais j'étais pas militant, en tout cas, je traînais pas trop avec des militants. J'ai rencontré un gars, un mec de lutte ouvrière, et puis on est devenus potes, et ça a vraiment beaucoup participé à ma formation politique. Donc dans ma formation politique, j'ai ce côté un peu LO, un peu ancien trotskiste finalement. Un peu trotskiste, enfin j'ai une formation politique proche du trotskisme, mais au final je me suis éloigné de tous ces milieux-là. J'ai jamais été moi-même encarté à la lutte ouvrière, vous voyez. Mais c'est pour ça. Moi je me place volontiers dans la case ancien trotskiste par rapport à mon lien avec lutte ouvrière que j'avais au début de ma vie militante, on va dire. Voilà, de la même manière que Usul, c'était ça avec la Ligue communiste révolutionnaire, époque Besancenot, à l'ancienne, quand il était candidat, dans les années 2000, quand il était tout jauneau, quand il était ado et tout. Et voilà. Et Mélenchon, pareil. Jospin, pareil. Edoui Plenel, pareil. Red Flag Imo, ça peut donner le meilleur comme le pire, ancien trotskiste. Ça peut donner le meilleur comme le pire, voilà. Alors, tu vas devenir Jean-Luc Mélenchon ou Julien Drey? Choisis. Choisis ton chemin. Et c'est le même avec les deux châteaux sur les anciens trotskistes. T'as Mélenchon et Julien Drey. Surtout le pire, eh ben écoutez, j'essaierai de relever le niveau des anciens trotskistes à ce moment-là. Moi, je vous donne source proche du dossier, Arcom. Julien Drey est désormais classé à l'extrême droite. Aux heures de très forte audience, Bah oui. Julien Drey monopolise près de la moitié du temps d'antenne accordé à la gauche. Dans un papier paru en juin, Younes Abzouz et Donatien Huet de Mediapart nous expliquent que c'est grâce à Julien Drey que CNews gruge l'Arcom, ce dont il s'amuse lui-même à l'antenne. Qui ont expliqué que j'étais plus socialiste, bon ça c'est leur droit. Ah. Enfin, j'étais socialiste avant même qu'ils soient encore conçus, vu leur âge. Voilà, qui donc désormais j'avais des positions réactionnaires, anti. C'est pas vrai, vous êtes réactionnaire, vous êtes un audio réac. Et alors je me suis dit, vous savez ce que je me suis dit, des jeunes comme ça j'en ai vu qui me traitaient de tous les noms, et en général ça finissait comme des bons petits bourgeois bien rangés. Et dans votre gueule, C'est pas un bon petit bourgeois bien rangé, lui. C'est dire quoi, ça? Oh là là, pitié. 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 Edoui Plenel était rédac-chef de Rouge, le quotidien de la LCR dans les années 80. Ouais. Tout à fait. les petits cons de Mediapart, aujourd'hui quand on veut être un punk, un vrai punk, il faut rejoindre Après, vous savez que moi, je suis pas le plus anti-Mediapart du game. Hein. Edoui Plenel, il y a vraiment des trucs à redire, mais bon, enfin, c'est... On peut pas mettre sur un pied d'égalité un Edoui Plenel et un Julien Drey, quand même. Déconnez pas. Déconne pas, la gauche. Quand même. Il y a certaines qualités qu'on peut trouver à Mediapart et à Edoui Plenel, malgré tout. Genre, à côté de Julien Drey, c'est l'enfer, ce gars-là. Puis c'est un turbo maxi-sioniste plus, quoi, surtout ça. la croisade de Bolloré Dosé, contre le quoi, dosé. système. Et il faut le soutenir franchement, pas timidement, comme Tugdual Denis. Alors lui, on l'a pas mal vu à la télé ces derniers Dual temps parce Denis. qu'il a un bouquin à vendre. Déjà, attendez, c'est un prénom, ça, Tugdual? Pourquoi tu t'appelles Tugdual?
Je suis pas d'accord. Ça, c'est les noms de méga bourgeois bizarres, là. Les noms de gros bourgeois cathos bizarres. Non, c'est bien ça. Hein. Tuc Dual. C'est breton. Oh, encore pire. Force à tous mes bretons, mais ça s'appelait Tuc Dual quand même. À un moment donné, il faut les se faire foutre, quoi. Tuc Dual, d'accord. Bon, j'ai rien dit. Alors, il a écrit un bouquin. Un bouquin qui revient sur l'entreprise de normalisation de l'extrême droite à laquelle on a assisté ces dernières Mais il est années. bien, c'est un droitard ou il est bien? Parce que là, je suis parti du principe que c'est un mec d'extrême droite. Un livre qui a beaucoup plu au philosophe, chroniqueur, animateur Nathan Devers. Non, ok, non. Moi, je dois vous dire quelque chose. non. Je suis très heureux de vous recevoir parce que j'ai trouvé votre livre très beau et très émouvant. Dans ce livre très beau, Donc lui, c'est un ancien de CNews passé sur France Info. Avec son camarade là. Comment il s'appelle? Il y en a deux là. C'était deux anciens de CNews, deux jeunes qui sont passés sur France Info. Lui et l'autre là. Deux gros cons. Et je crois d'ailleurs ils vont même pas rester à la rentrée parce qu'au final ils sont mauvais. et très émouvant, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles nous dresse un charmant tableau de ses faits Ah, d'armes. j'avais pas suivi, c'est le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Désolé, je lisais le chat, j'ai pas suivi. Alors donc, d'accord, oui, non, on l'emmerde du coup, évidemment. Ok. Comme la publication en 2020 d'un texte raciste qui nous invitait à imaginer Daniel Obono en esclave Ce du temps truc, de la quoi. traite négrière. On y apprend qu'à l'époque, celui qui n'était alors que directeur adjoint de la rédaction avait reçu un message de félicitations de la part de Philippe de Villiers qui lui disait Ah non, il va faire l'imitation, j'avais imité Philippe de Villiers. Duel, je voulais simplement te dire que je te considère désormais comme un chevalier. C'est Mathieu Dejean qui a pris la J'ai pas envie de mourir. La France est un beau pays, c'est mon pays. Je refuse de mourir face au grand remplacement. peine de lire tout le bouquin pour nous raconter ce qu'il y avait dedans. Au fil des pages, d'apéros dînatoires mondains en concert de Jean-Pax Meffray, ces liens de connivence entre communicants, politiques et patrons d'industrie, souvent issus des mêmes écoles et du même milieu, témoignent de la banalisation de l'extrême droite. Jusqu'à François Bayrou, qui confie à Tugdual Denis qu'il Aime beaucoup. Vincent Bolloré. Tu fous l'imitation aujourd'hui là, qu'est-ce qui se passe? 2 imitations de Usul en 1 minute, moi j'ai fait toutes mes imitations tout à l'heure là. Aïe. Il aime beaucoup Vincent Bolloré, François Bayrou. François Bayrou serait une grosse enflure de droite? Mais non, jure. Oh là là. Usul est fort en imitation, il est meilleur que moi, hein, je le dis. Voilà. J'ai déjà fait un concours d'imitation avec lui, il m'a éteint. Mais non, jure. Je sais même pas comment commenter ça. Mais oui, en tout cas, c'est marrant parce que Valeurs Actuelles, il y a quelques années, c'était vraiment en mode le truc d'extrême droite. Avant la bollorisation massive des médias, au début, Valeurs Actuelles, c'était le truc de droite vénère, quoi. Ceux qui avaient fait ça a toujours été un gros journal de droite, ça avait été racheté par je sais plus qui, et ça avait fait un gros virage à l'extrême droite. Vous voyez? On était en mode genre, Valeurs Actuelles, c'est vraiment les pires. Et là, en fait, avec la bollorisation, et dites-moi si je me trompe, mais c'est pas un média, c'est pas Bolloré, Valeurs Actuelles. Ça appartient pas à Bolloré, c'est un autre groupe, si j'ai pas de bêtises. Et là, on en entend moins parler, parce qu'il y a tellement l'extrême droite partout dans les médias. Il y a tellement Bolloré, le attends, c'est quoi le mot? Le Léviathan Bolloré, qu'en fait, Valeurs Actuelles, on a presque oublié que c'était des immenses gars d'extrême droite, quoi. Si, c'est Bolloré aussi, Valeurs Actuelles. Ah bon? Je sais plus, parce qu'il y avait une histoire il y avait un changement de rédac chef aussi, c'était Geoffroy Lejeune. Ok, c'est Bolloré. Parce que c'était Geoffroy Lejeune qui était le rédac chef de Valeurs Actuelles. Et après, Geoffroy Lejeune, il a bougé ailleurs, quoi. Mais Geoffroy Lejeune, pareil, on entend moins parler qu'avant. Parce qu'à un moment donné, c'était en mode genre, vous avez vu Valeurs Actuelles, le nouveau rédac chef, c'est Geoffroy Lejeune et c'est un mec d'extrême droite. Et il a bougé au JDD, voilà, c'est ça. Le JDD, comme le moment où Geoffroy Lejeune a bougé au JDD, et que le JDD est devenu grave d'extrême droite vénère, alors que le JDD c'était un journal historiquement qui n'était pas un journal d'extrême droite, en fait maintenant on a un peu oublié que Valeurs Actuelles c'était un des premiers journaux à faire sa mue à l'extrême droite, et c'était déjà Geoffroy Lejeune qui après est devenu le rédac chef du JDD. Mais à la base, Geoffroy Lejeune, il était rédac chef de Valeurs Actuelles. Voilà. Sauf qu'étonnamment, tout ça n'a pas convaincu Pascal Praud, qui aurait aimé C'est ça, qu'on le j'avais défende tout un peu mélangé. mieux, lui, Et les siens et surtout son patron. C'est presque comme si le JDD avait volé la vedette à Valeurs Actuelles, comme ces journaux qui sont totalement convertis à l'extrême droite ces dernières années. Étonnamment, tout ça n'a pas convaincu Pascal Praud, qui aurait aimé qu'on le défende un peu mieux, lui, les siens et surtout son patron. Parce que vous ne nous avez pas beaucoup défendu, je trouve. Non, c'est pas vrai. Si. Non, c'est Moi, pas ça vrai. m'a. Attendez, vous nous avez pas beaucoup défendu. Vous êtes sûr que c'est Bolloré, Valeurs Actuelles? J'ai le doute. Groupe Valmonde, mais non, vous avez dit n'importe quoi. Le groupe Valmonde, c'est quoi? Non, c'est pas Bolloré, Valeurs Actuelles. C'est d'extrême droite, mais c'est pas Bolloré. Et c'est pour ça. Et Geoffroy Lejeune, il est parti dans le JDD racheté par Bolloré. On est d'accord? C'est pas Bolloré.
Non, c'est ça. Ça n'a jamais pas été l'extrême droite, valeur actuelle, by the way. Ouais, mais c'était moins vénère sur la ligne, quoi. Sous l'influence de Geoffroy Lejeune, ça a mis la barre à l'outrance toute. Mais valeur actuelle, ça a toujours été un truc de gros réactionnaire, quoi. Mais voilà. Mais à un moment donné, avant la bolorisation massive des médias, valeur actuelle, il y a quelques années, c'était vraiment en mode genre, waouh, c'est quoi ce journal d'extrême droite là? Ils mettent la barre à droite toute, ils en ont plus rien à foutre, quoi. Et voilà. JDD a toujours été de droite, mais là, attends, tu compares le JDD avant Bolloré, ça avait rien à voir. C'était pas du tout la même chose. C'était de droite, mais c'était la droite à l'ancienne, un peu centre-droit. Et c'était surtout le journal très officiel où le dimanche, c'est des interviews de membres du gouvernement, quoi. Voilà. Franchement, je me suis dit que Joël Denis, il n'est pas très courageux pour nous. On vous montait pas beaucoup. Je vais vous dire, regardez toute la promo que j'ai faite. J'ai fait un certain nombre de plateaux. Ouais. On a parlé de Vincent Bolloré sur France Culture la semaine dernière. J'étais face à un prof de sciences politiques de l'école polytechnique qui caricaturait à outrance la pensée de Vincent Bolloré et je l'ai tout à fait défendu. Et oui, pour ça. Vraiment, il arrive, il y a le très médiocre et nul à chier Pascal Praud, peut-être le plus gros suceur de Bolloré que la Terre n'ait jamais connu. Vraiment le bon clébard à son maître, là. Il arrive en mode genre, bon, quand même, vous n'avez pas beaucoup défendu, hein. Bon, quand même, hein. Oh, il fait son gros bébé cadom comme d'hab. Et lui, il se justifie en mode, si, t'inquiète, hein. Ah, si, t'inquiète, hein. Ah là là, oui, c'est qu'il flippe de fou. C'est vraiment en mode Bolloré, quoi. Bolloré, le patron, le maître Bolloré. Il a ses petits clébards de plateau télé. Et lui, c'est en mode genre, alors, t'es sûr que t'as assez sucé le patron aujourd'hui? Et lui, il est là, il se couche devant eux, quoi. Ah, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Promo, Tugdual Denis, le Versaillais, a eu le droit à France Info et à France Culture. Alors on va écouter ça. Bon, il avait dit quoi sur Bolloré, ce prof de sciences politiques? En l'occurrence, il s'agit de l'historien et politologue Vincent Martini. Mais est-ce que Vincent Bolloré pense vraiment que nous vivrons demain dans un pays où les églises redeviendront pleines, dans lequel les femmes reviendraient à une place subalterne, dans lequel la société traditionnelle, vantée par le général de Gaulle dans les années 50, reviendra aujourd'hui? Je crois que personne ne le croit sincèrement. Moi, je pense que Bolloré croit sincèrement qu'en France, on pourrait faire comme Trump. Des expulsions, des camps de rétention pour les étrangers et les non-blancs, une régression des droits des femmes et des minorités, etc. Mais bon, admettons. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil à la dernière grosse production du groupe Canal. Ce sont 4 épisodes de 52 minutes qui vont créer l'événement et sans doute jeter quelques bombes dans l'espace politique. Éric Zemmour travaille depuis plusieurs années sur ce format inédit, l'adaptation visuelle de son livre à succès, Le Suicide français. On y retrouve le même ton, la même gravité, le même diagnostic cinglant sur ces décisions qui ont conduit notre pays dans le mur, sauf que cette fois, chaque démonstration est ponctuée d'extraits, chaque raisonnement s'appuie sur des archives. Oui, ça s'appuie sur des... J'ai oublié ce truc-là, j'en ai entendu parler, mais j'avais zappé. Ils vont faire l'adaptation Netflix du livre de Zemmour, Le Suicide français, quoi. Oh. Mais pitié, quoi. Stoppez-moi ça. Stoppez-moi ces news, à l'aide, quoi. En 4 épisodes, quoi. Oh, vraiment, ils ont argent infini, ils font des trucs les plus éclatés de la Terre et la propagande la plus grossière, quoi. Sauf que ça a son effet petit à petit, quand même, évidemment. La machine médiatique, elle est pas neutre, hein. Ça fonctionne. On peut pas imputer tout le vote d'extrême droite et toutes les dynamiques du vote RN et compagnie uniquement en mode c'est des gens qui gobent la propagande de Bolloré. C'est pas que ça, c'est beaucoup trop multifactoriel. Faut pas non plus ne réfléchir que par rapport à Bolloré pour expliquer l'extrême droite en France. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et parfois même, on a presque parfois tendance à surestimer un tout petit peu. Voilà, à simplifier les choses à outrance, à se dire bah non, mais les gens qui votent RN, c'est juste ils regardent la télé toute la journée et CNews leur a chié dans le crâne. CNews chie dans le crâne et ça a un effet, un gros effet évidemment, mais c'est pas que ça. Mais ceci étant dit, t'es mal à la taille de la machine de propagande, quoi. Pitié, genre, mais pitié. Les archives, mais pour dire un petit peu toujours la même chose. Tout est parti en couille, pays finito, et c'est de la faute de la gauche, des immigrés, des féministes et des homosexuels qui ont émasculé ce pauvre homme blanc riche. Mais oui, c'est la faute des francs-maçons aussi, tiens, je le dis, voilà. C'est la faute des francs-maçons. Voilà, et des juifs, allons-y. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ce discours-là, c'est exactement le discours des fascistes français dans les années 30. La France, c'est plus la France, c'est la faute à la République, c'est la faute aux francs-maçons et aux juifs, et qui sont des cosmopolites, mais couilles, quoi. C'est exactement la continuité du bon vieux discours de l'extrême droite française de l'entre-deux-guerres qui est devenue massivement collaborationniste, quoi. C'est la même chose, voilà. Tu remplaces franc-maçon par LFI et juif par musulman, c'est le même discours, c'est la même merde. Et l'homme blanc, hétérosexuel de la bourgeoisie française, sera un coupable à jamais. Un coupable de tout, un coupable pour toujours. Et Basé, il a raison. Je suis d'accord avec lui. Non mais Zemmour, quoi. Zemmour. T'es au courant qu'il n'y a pas si longtemps, on te considérait pas comme un homme blanc de la bourgeoisie française, hein. Il n'y a pas si longtemps, en France, t'étais pas considéré comme un blanc, hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? En même temps, c'est ça qui explique un peu Zemmour. Il veut tellement s'intégrer au suprémacisme blanc qu'il en devient le pire du pire du pire du pire.
Sont transformés en juifs pétainistes. Non mais genre ça me rend zinzin. Ça me rend zinzin. Ça s'explique pour tout un tas de raisons historiques, de rapport à la République et par rapport à la guerre d'Algérie, au décret Crémieux, tatati tatata, mes couilles quoi. Mais quand je vois ça, je suis genre ah ouais, ça fonctionne comme ça le suprémacisme blanc. Des gens qui veulent s'intégrer à la majorité raciale ou le suprémacisme blanc finissent par devenir des juifs pétainistes. On peut en arriver là? C'est vraiment, ça en dit long sur ce que c'est que le racisme, quoi. Et que c'est beaucoup plus compliqué que juste oh, il y a des gens en fonction de la couleur de peau, on aime plus c'est foncé, moi on aime la couleur de peau. Quand t'es enfant, t'as presque l'impression que c'est ça le racisme. Mais c'est quand t'as 5 ans, à la limite, quoi. Mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et Zemmour est une illustration de la complexité de ce que c'est que le racisme, en vérité, en France. Et de ce que c'est que de s'intégrer dans une majorité blanche, etc. etc. quoi. Après, le long sujet qu'Éric Zemmour, mais genre, c'est le pire, quoi. C'est le pire pour ça. Il en a marre de se laisser faire, l'homme blanc. Parce qu'en plus, il a plein de... Ils veulent s'intégrer à un groupe qui les considère comme des sous-êtres. Qui les considérait comme des sous-êtres, quoi. Ouais. Bah oui. C'est pour ça. En vrai, ça marche comme ça, le racisme, à un moment donné. Les choses sont donc, mouvantes. attention aux thunes. Enfin, je disais surtout ça pour dire de considérer ce que c'est qu'un homme blanc. Déjà, ça tombe pas sous le sens, en fait. Voilà. Zemmour, il se considère comme un homme blanc. La France le considère comme un homme blanc aujourd'hui. Ok, oui. Je veux dire, il y a pas si longtemps, il n'était pas considéré comme un homme blanc, Zemmour. Hein. L'homme blanc compte pas pour des prunes. Voilà donc ce que nous propose Bolloré 1 an avant la présidentielle. Une présidentielle dans laquelle on retrouvera peut-être Éric Zemmour qui avait été son champion en 2022. Vous caricaturez quand même un peu la pensée de Vincent Bolloré. Et d'ailleurs, c'est quand même un des problèmes aujourd'hui dans le débat public de caricaturer ses adversaires. Mais ta gueule, Tugdual-Denis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce suprémaciste blanc, catholique, traditionnaliste qui met des milliards et des milliards au service d'un projet identitaire et raciste et anti-immigration, je trouve que vous le caricaturez un petit peu. Vous saviez qu'il avait fait Autolib à l'époque quand même. Il a fait beaucoup pour le véhicule électrique à l'époque d'Autolib. Vous saviez ça? Non, bah voilà. À la base, il est parti de nulle part. Il était juste héritier de la petite papeterie mignonne de ses parents. Hein. Il est parti nulle part, il était très bon en business et il a fait Autolib. Et là, vous dites que c'est un fasciste, ça va 5 minutes les caricatures. Allez, ta gueule, Tugdual-Denis. Personne ne t'aime. Vous dites qu'il est pour la rétrogradation de la femme, de la place de la femme dans la société. Ça, je pense qu'on... Des rôles traditionnels, on va dire. Oui, mais vous trouverez aucune phrase, Vincent Bolloré, disant ça. Vous trouverez aucune phrase, oui, oui. Le discours nataliste, traditionnel, qui promeut, on peut pas du tout relier ça à la daronne les femmes à la maison qui pondent des gosses en faisant la popote, quoi. Non, voilà. On peut pas tracer les traits, quoi. On peut pas tracer les traits entre les points. Impossible. Non, 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 non. Ah, il a pas dit je suis raciste. Vous l'avez entendu, il a jamais dit je suis raciste, Bolloré. Du coup, on peut pas dire qu'il est raciste. Non, pas vrai. Allez, et toc. Vraiment, le niveau de ces gens-là, quoi. Aïe, 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 aïe. Ce que j'attends des gens comme vous, ce qui est important, c'est votre avis à vous, c'est ça, parce que aujourd'hui c'est nous, mais demain ce sera vous, comme dit l'autre. Vous n'avez peut-être pas le temps, mais regardez mes interventions sur BFM, sur France Info, sur France Culture, le dernier chapitre de mon livre. Je défends extrêmement ce que vous faites, enfin ce que vous faites tous globalement dans la... Il parle pas très bien pour un rédac chef d'un truc comme Valeurs Actuelles, un grand mec de droite réactionnaire. Je défends extrêmement ce que vous faites, ça se dit pas, hein. On dit pas je défends extrêmement. Extrêmement, c'est un adverbe, ça s'utilise pas comme ça, mon ref. Hein. Et après, c'est en mode valeur actuelle, pour que la France reste la France. Apprends à avoir une grammaire correcte déjà, premièrement. Voilà. Ami du groupe Bolloré. Il défend si moi, je m'en bien... fous, parfois mes phrases elles sont alambiquées et elles sont pas très bien construites. Mais moi je suis pas là en costard cravate sur le plateau de CNews à dire que oh là là, la France c'est plus que c'est, quoi. Voilà. Je défends extrêmement ce que vous faites. C'est. Voilà, ça se dit pas. Bolloré qu'on pourrait croire que son livre a été édité par une des maisons d'édition appartenant à Bolloré, ce serait logique. Eh ben même pas, il est sorti chez Robert Laffont qui appartient au groupe Editis, un groupe dirigé par Denis Oliven, le fondé de pouvoir d'un autre milliardaire important du capitalisme français qui a racheté Editis à Vincent Bolloré en 2023, Daniel Kretinsky. L'homme d'affaires tchèque, soutien d'Emmanuel Macron, détient aujourd'hui Marianne et Franc-Tireur, deux publications. C'est des journaux de gauche, ça, hein. C'est les journaux en mode printemps républicain, quoi. C'est en mode non, on n'est pas d'extrême droite, nous, mais on déteste les musulmans. On déteste ces connards de musulmans antisémites de merde. Et à cause d'eux, la laïcité ne va plus exister, et bientôt ça sera la charia en France. Mais on est de gauche. C'est vraiment ça. C'est cette ligne-là, c'est la ligne printemps républicain, Raphaël Enthoven, Sophia Aram et compagnie, quoi. Voilà. Dont on connaît les obsessions et qui tape sur Mélenchon toute l'année. Et c'est aussi Kretinsky qu'on retrouve derrière la chaîne T18, une chaîne de la TNT qui diffuse toute la journée des programmes sans intérêt, des rediffs d'émissions de faits divers ou des rediffs de programmes sur la maison ou le jardin, mais qui diffuse surtout le soir un talk show d'actualité à la C'est dans l'air, un programme animé par le journaliste Mathieu Croissando. J'ai jamais... T18, j'ai jamais vu un extrait de cette chaîne. Je connais pas du tout.
Je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc on va découvrir. Un Mélenchon plus rond, moins clivant. Est-ce qu'un Mélenchon gentil, ça intéresse quelqu'un, Adrien Matou? Je pose cette question parce qu'à l'époque, Jean-Marie Le Pen disait un Front National gentil, ça n'intéresse personne. Un programme. Ah mais nique ta mère, quoi, c'est quoi ça? En plus, genre c'est pas nouveau. Jean-Luc Mélenchon, c'est être clivant, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est être aussi rassembleur. En fait, c'est normal parce qu'il aspire à être président de la République. Allô? Il s'en donne un peu les moyens quand même. Et effectivement, enfin, le Mélenchon rassembleur et le Mélenchon clivant, ils cohabitent, hein, c'est une seule et même personne, quoi. Vous voyez, c'est un peu les deux faces d'une même pièce, parce que juste c'est un personnage politique avec des vraies idées, etc. Et il y a une certaine complexité. On peut être clivant et rassembleur en même temps. C'est un peu contre-intuitif, mais oui, ça dépend de quoi on parle en fait. Tu veux être rassembleur pour les gens qu'il faut rassembler et clivant avec les gens qu'il faut cliver. Il n'y a pas à se rassembler avec les fascistes. Là, il faut être clivant. On peut être rassembleur, y compris avec des gens qui ne sont pas tout à fait notre couleur politique. Et Mélenchon, c'est un peu ça. Et donc oui, en campagne, le Mélenchon rassembleur, en campagne présidentielle, ressort un petit peu plus que le Mélenchon clivant. C'est normal, ça s'appelle la politique. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et eux, ça devient, alors Mélenchon, il peut être gentil ou pas? S'il est gentil, il arrête d'exister, hein, il n'est pas fait pour être gentil puisqu'il est méchant. Ah vraiment, le niveau de merde, le niveau de con, c'est grave. Hein. Dans lequel Docteur Jean-Luc et Mister Mélenchon, exactement. Évidemment, on va comparer Mélenchon au vieux Le Pen et même interroger là-dessus. Un personnage politique doit être les deux, sinon ça veut dire qu'il parle pas à tout le monde et donc ça veut rien dire. Alors je dirais que s'il est pas clivant, c'est qu'il parle pas à tout le monde. Enfin, en parlant à tout le monde, tu dois être rassembleur parce que tu parles à des gens qui sont pas tout à fait comme toi, mais quand même, à un moment donné, si t'aspires à être président ou ce genre de choses, à avoir des responsabilités, tu dois quand même sortir de ton socle. Donc parler à personne, ça implique, on va dire, d'être rassembleur avec une certaine catégorie qui est pas juste ton parti, et ça inclut aussi le fait d'être clivant avec tes adversaires politiques. Voilà. Comme si on devait être, je sais pas, rassembleur avec les Français un peu dépolitisés, pas forcément de gauche ou à gauche toute. Il faut savoir être rassembleur avec ces Français-là, sinon c'est que tu t'adresses pas à une bonne partie de la population française, un peu éloignée de la politique typiquement. Mais il faut savoir être clivant avec l'autre partie de la population française qui sont directement tes adversaires politiques ou les soutiens de tes adversaires politiques. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Enirispo. Si t'es que clivant, c'est que tu t'adresses pas à il y a une certaine partie de la population à qui il faudrait plus être rassembleur ou tu t'y adresses pas. Si tu n'es que rassembleur, c'est que tu t'adresses pas à l'autre partie qui représente tes adversaires. Ok, vas-y, trop bien. Tu me diras après. On est d'accord. De Marianne qui travaille lui aussi pour créer. Faut exprimer la vision du monde d'une classe et vu qu'il y a des classes, tu vas cliver. Bah oui, ne serait-ce que pour ça aussi. J'avoue, c'est un peu plus matérialiste et marxiste que tu es en train de dire, René Bacou. Si tu parles à tout le monde, t'es Ruffin et tu parles à personne. Si tu refuses d'être clivant, effectivement, ça marche pas. De toute façon, on est dans un monde de clivage, donc normalement ça va quoi. Le milliardaire tchèque avait remporté l'appel d'offres. Attends, du coup, j'ai pas suivi là, j'ai coupé 4 fois la phrase de Lumi. Excusez-moi. Il disait un Front National gentil, ça n'intéresse personne. Un programme dans lequel, évidemment, on va comparer Mélenchon au vieux Le Pen et même interroger là-dessus Adrien Matou de Marianne qui travaille lui aussi pour Kretinsky. Le milliardaire tchèque avait remporté l'appel d'offres en promettant à l'Arcom des programmes culturels et du pluralisme. Pour l'instant, il nous propose du true crime et des plateaux somme toute assez convenus. On a jeté un œil là-dessus un peu toute l'année, ça ressemble quand même énormément à ce qu'on peut voir ailleurs. Alors le Mélenchon nouveau n'est peut-être pas encore arrivé, peut-être qu'on va le voir évoluer pendant toute cette année de campagne. Merci beaucoup Arnaud Champremier-Trigano, à très vite sur le plateau de Pour tout dire. On va parler maintenant d'un sujet qui occupe évidemment toute la campagne présidentielle. Les musulmans. Celle qui commence, l'immigration. Ah, presque. Quand on parle du presque, il avait une chance sur deux, L'immigration. Ah, vous en pensez quoi de l'immigration? Avis sur l'immigration, les Français? Vous êtes pour ou contre l'immigration? Bolloré, on cite souvent les synergies entre ses chaînes de télé, ses journaux, ses bouquins et les boutiques relais qu'il possède. Eh bien, sachez que cette méthode a sans doute inspiré Daniel Kretinsky, puisque celui-ci a racheté la Fnac il y a quelques mois. On espère que le livre de Tugdual Denis pourra y bénéficier d'une belle mise en avant. On fait ce petit détour par Kretinsky pour vous montrer qu'on commence à être bien cerné. Quand Nathan Dever ou Guillaume Erner choisissent de recevoir Tugdual Denis pour une interview complaisante, Bolloré n'y est pour rien. Tout ça se fait sans lui. Le bouquin, c'est Kretinsky et les médias, ce sont ceux du service public. On emploie beaucoup dans le débat public aujourd'hui le... Salut Bébuche. Comment ça va? Tout va bien? Bientôt la fin de la canicule? C'était bien le bivouac? Je sais déjà que c'était bien le bivouac. On a déjà parlé. Comment ça va? Attends, je te fais un petit shout-out. N'hésitez pas à suivre Bubuche si vous la connaissez pas. Bubuche en bois pour les intimes. Streameuse animaux principalement. Et amis. Voilà. Le mot extrêmement... Allez la voir, elle fait des matinales. Si jamais vous en pouvez plus de la politique, vous avez besoin d'un stream fun,
cool, avec des documentaires animaliers où on se pose devant en mode genre ah on est bien ici. Allez chez Bubu, je vous le recommande chaudement. Voilà, vraiment. Droite. Et j'ai pas juste ça parce que c'est ma pote et j'aime vraiment bien ses lives. Plus celle qui m'a expliqué comment on faisait ça. Non. Avec OBS, comment on mettait des clips et tout. Inch'Allah. Donc voilà. Elle a participé au fait que ce live est ce qu'il est aujourd'hui. Et je te remercie pour ça. Dans le débat public aujourd'hui, le mot extrême droite, comment vous le définiriez, vous, aujourd'hui, pour vous poser une question simple? Et est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui en France? Est-ce qu'il existe encore, selon vous, une extrême droite? On va revenir sur cette émission, tiens. Le pour et le contre sur France Info. Avec lui, là, Paul Melun, un genre de souverainiste réac à la Michel Onfray, et ce sémillant jeune homme, Nathan Dever, qui serait plutôt un héritier de BHL, dont il a été un protégé avant de voler de ses propres ailes. Vous étiez assez inséparable avec Nathan Dever, parce que vous étiez ensemble chez CNews. Ça va un peu penser à Eric et Nolo. Oui, on est vraiment comme Eric et Nolo. Un de droite et un de gauche, c'est vraiment nous ça. Moi je suis plutôt de droite et il est plutôt de gauche. Regardez, il a été formé par Bernard-Henri Lévy, homme de gauche. On est un peu comme Eric et Nolo, ouais. Dr Jekyll et Mr Hyde, l'un est de droite et l'autre est de gauche. Le truc c'est que celui qui est de gauche est en fait d'extrême droite. Ah, je les déteste. Zemmour et Nolo, pardon. Zemmour et c'est Nolo, quoi oui. votre relation un petit peu? Zemmour et Nolo qui ont commencé, qui se sont fait gravement connaître. Alors, ils étaient déjà un peu connus avant dans les milieux consacrés, mais sur le plateau de On n'est pas couché, feu l'émission de Laurent Ruquier. Voilà, Laurent Ruquier, pour ceux qui connaissent pas, l'émission n'existe plus depuis un petit moment. Moi, je sais que j'en ai maté des trucs de On n'est pas couché. Voilà, à l'époque, je suivais assez peu la politique. J'étais politisé, mais je suivais assez peu l'actualité et la politique. Et j'en ai regardé des Mélenchon sur le plateau dont on n'est pas couché en me disant oh il y a Mélenchon, vas-y go, let's go. Je regardais ça en me régalant alors que je suivais assez peu la politique quand j'étais gamin quasiment. Je parle de ça avant 2017, entre 2012 et 2017 quoi. C'est un peu sur ce plateau là aussi que j'ai découvert Méluche, vous voyez, à l'ancienne quand j'étais fin de l'adolescence, début de la vie de jeune adulte quoi. Dans ma chambre sous le toit, tout à fait, chez ma maman. Et donc Éric Zemmour et Éric Nolot ont commencé en tant que chroniqueurs chez On n'est pas couché. En gros il y avait deux gars. À chaque fois, c'était un duo. Au début, c'était deux gars, c'était eux deux. Et c'était un peu les snipers de l'émission. Enfin, c'était les chroniqueurs qui font les critiques sur les invités, des livres des invités. Ils étaient là un peu pour cliver, foutre un peu la merde, etc. Et donc, les deux premiers, c'était Nolo et Zemmour, qui sont restés un duo à la suite. Et après, il y en a eu plein. Il y a plein de grands personnages médiatiques aujourd'hui qui sont passés par ce poste de chroniqueur de Ruquier. Et on n'est pas couché, comme Émeric Caron, tout à fait, qui était chroniqueur chez Ruquier, comme Natacha Polony, comme Audrey Pulvar, comme qui d'autre? Charles Consigny, lui c'était à la fin. Yann Moix qui est resté longtemps et évidemment Léa Salamé bien sûr, Léa Salamé. Et j'en oublie d'autres. Je me souviens plus. Il y avait Christine Angot sur la fin aussi. Et comment elle s'appelle là? Vanessa machin non? Qui a fait une saison. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Oui, Zemmour et Nolo, pardon. Michel Pollack le premier avant qu'il meure. Mais ça j'ai jamais regardé à l'époque. Burgraff, c'est ça, Vanessa Burgraff aussi qui a fait une saison. Oui, je l'ai dit, Polony. Zemmour qui interviewe 50 Cent, c'était quelque chose. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Eric Zemmour. Moi, j'ai découvert Eric Zemmour, c'était en mode clash Eric Zemmour versus La Fouine. Moi, c'était ça pour moi, Eric Zemmour. C'était le zinzin raciste de chez Ruquier qui interviewait La Fouine et qui était en mode genre, et quand même, monsieur La Fouine, moi j'aime la musique, mais le rap est une sous-culture d'analphabète. Vous êtes un culte, monsieur La Fouine, c'est pas de la vraie musique ça. Et La Fouine qui était en mode genre, mais tu veux quoi, toi, fils de pute? Moi, j'ai vraiment découvert Zemmour comme ça à l'époque. Je suis pas le seul, je suis pas le seul. Pour moi, Zemmour, c'était ça à la base. C'était ça. Alors, parfois, on la retrouve pas sur YouTube. Parfois, il faut aller chiner sur Dailymotion pour aller revoir ces trucs-là. J'avais oublié qu'il y avait eu 50 Cent, mais bon. Et La Fouine Zemmour, moi, c'est. On va pas regarder, mais. Attends, c'est où? C'est des vieux trucs, hein. Les titres des vidéos, c'est Zemmour versus La Fouine 2 non censuré YouTube, quoi. Oh putain, c'est quoi ça? Moi, il y a des archives de zinzin. C'est quoi ces archives de zinzin? Regardez. Klemovic avec des cheveux qui interviewe Zemmour sur CNews. Donc c'était juste avant que Klemovic se barre de CNews. Il était chez iTélé à la base, avant le rachat de Bolloré. Il a fait quelques émissions sur CNews et il s'est barré instantanément. Moi, genre, ouais, non, ça dégage. Et après, il était chez France Info, si j'ai pas de bêtises. C'était au tout début de CNews. Putain, l'archive, quoi. Éric Zemmour, vous avez dit tout à l'heure, je vous cite, j'accepte qu'on dise tout de moi. C'est fou, maintenant c'est mon collègue sur Twitch.
Ce qui est parfaitement cohérent avec votre position qui consiste à dire je veux que la liberté d'expression soit garantie. Le problème, c'est que c'est pas cohérent avec vos actes. Parce que je vous rappelle quand même, monsieur Zemmour, qu'en 2009, vous avez porté plainte contre un rappeur, Youssoupha, parce qu'il vous avait invectivé. Dans un texte qui est un texte... Alors après, on peut pas... S'il bossait sur iTélé, mais de toute façon, à la base, Clément Viktorovitch, c'est un journaliste à la télé, et après, il est venu sur Twitch, quoi. Donc ça, il faut le garder dans un coin de la tête. Mais est-ce qu'il bossait sur iTélé avant le rachat de Bolloré? Il est resté vraiment hyper peu longtemps. Il était en mode genre, bon, on va voir si je peux continuer à être un peu de gauche là-dessus. Il était en mode genre, non, c'est pas possible, et il s'est barré, quoi. Après, il est passé par plein de trucs, mais c'est un profil comme ça, quoi. Mais bon, quoi que vous pensiez de Clément Viktorovitch, pas journaliste, enfin chroniqueur. Il était prof plus que journaliste, oui, il était prof à Sciences Po. Quoi que vous pensiez de Clément Viktorovitch, à la base, c'est un mec qui avait une carrière à la télévision de chroniqueur. Bon, il a eu une trajectoire où ça aurait pu être bien pire, hein. Voilà. Ça aurait pu être bien pire. Parce qu'en tant que streamer, vous pouvez être en mode genre, ah non, en tant que streamer, moi, il me saoule, il est pas assez de gauche, il a justement ce profil un peu trop lisse, il va pas forcément dire pour qui il vote. Vous pouvez ne pas l'aimer en tant que streamer, mais du coup, en fait, je sais pas si c'est resté le même, mais enfin, on juge pas un chroniqueur de plateau télé à la télé française connu de la même manière qu'on juge un streamer de gauche sur Twitch. Et c'est bien normal. Donc que vous jugiez amèrement Klemovic sur Twitch pour certains, je peux l'entendre, et effectivement, il y a des vraies critiques à faire. Mais en tant que mec de la télé, bon, il a pris plutôt des décisions où c'est tout à son honneur, quoi. Voilà. Faut séparer l'homme du chroniqueur du streamer. Bah ouais, en vrai, hein. En vrai, ouais. Littéraire, qui est un texte artistique. Non, parce qu'un mec qui vient de la télévision pour aller sur Twitch, on aurait pu tomber sur tellement pire que Klemovic quand on y pense. Vu comme ça. Si on le voit comme un mec de la télé qui est venu sur Twitch, ça aurait pu être vraiment bien pire. Voilà, si on le voit comme ça. Si on le voit comme un streamer de gauche parmi tous les autres streamers de gauche, vous voyez, c'est pas le même prisme d'analyse, quoi. Voilà. Il s'est tiré pour suivre ses valeurs et il a refusé des belles sommes d'argent. Wow, vraiment. Hein. Genre Samuel Etienne, mais pareil, Samuel Etienne, au final, à un moment donné, il y avait de vraies critiques à faire là quand il a interviewé, je crois que c'était Jean Castex, non, François Hollande, sur Twitch, chez lui dans son appart. Après, il a voulu faire pareil avec Le Pen, il s'est pris une levée de bouclier. Là, il y avait une vraie critique à faire, ça dégageait. Hein. Là, moi, j'étais anti Samuel Etienne à l'époque. Mais force est de constater que Samuel Etienne, maintenant, c'est un vrai streamer. Hein. Genre, il a fait la Z-LAN, il fait des streams gaming, et je pense qu'il aime vraiment Twitch. Il a décidé de jouer le jeu de Twitch. On peut pas lui enlever ça. Il est vraiment de droite? Non, moi, je pense pas qu'il soit vraiment de droite. Les deux, non, il a pas pu faire Le Pen. Il a pas pu faire. Non, mais il a décidé d'être un vrai streamer, hein, Samuel Etienne, pour le coup. Il a embrassé Twitch dans ce que c'est, quoi. Enfin, il a fait la Z-LAN avec JL Tommy, quoi. Alors que c'est le présentateur de questions pour un champion, quand même. Force à lui pour ça. Toute considération politique mise à part. Non, pour moi, il est de centre-gauche, Samuel Etienne. C'est un mec de centre-gauche, quoi. Symptôme de la gentrification de Twitch. Ouais, de fou. Je suis d'accord avec ça. Mais quand même, je trouve que c'est tout à son honneur pour un mec qui vient de la télé, journaliste, présentateur de questions pour un champion. Il se retrouve à faire la Z-LAN avec JL Tommy. Bon, c'est cool quand même un peu. C'est qu'au moins, voilà. Au moins, il respecte Twitch. Je trouve qu'il respecte Twitch et la culture Twitch. Et il s'est pris des levées de bouclier, il a ajusté le truc et voilà, quoi. Moi, je trouve qu'il est pas irrespectueux de la culture Twitch qui était là avant lui. Voilà. Pour de vrai. Et ça, Samuel Etienne, je trouve que c'est vraiment tout à son honneur pour ça. Bref. Mais oui, moi, je voulais parler de la fouine. Ça me fait vraiment la nostalgie quand je vois ce plateau télé. Hein. Laouni dit la fouine, les deux réunis. Laouni dit la fouine. Attends, je veux son clash avec Zemmour. Non, c'est avec Nolo. C'était une des chansons de l'album Mes repères. C'est une manière de rire sur l'autre. Une petite expression sympathique qui, voilà, c'est un petit mot marrant qui veut dire, par exemple, je sais pas, t'as raté ton train, t'es embêté, reste ton chien. Voilà. C'est une manière de rire sur l'autre et puis de lui balancer un peu. Ah ouais, c'est une vanne quoi, reste en chien. C'est une petite vanne. C'est une petite vanne gentille. Un jour que Zemmour m'emmerde, je peux lui dire reste en chien. À 100%. Tu sais quoi, Zemmour doit... Il y a quoi de raciste dans Zemmour qui dit avec Airbnb? Excusez-moi d'avoir lu des livres. Bah, le sous-entendu, c'est que vous lisez pas des livres, contrairement à moi. Moi, je suis cultivé, là. Hein, les Noirs et les Arabes, là, les incultes. De toute façon, que bon, quand tu replaces ça dans le contexte de Éric Zemmour, top 3 des hommes les plus racistes de France, il est pas 3ème. Bon, voir du racisme là-dedans, ça me paraît être une évidence, quoi. Bon, bref. Mais il y avait un clash Zemmour versus Lafouine, je le retrouve pas. Je pense qu'il faut aller sur Dailymotion, quoi. Clash Tariq Ramadan Zemmour sur le voile. Tariq Ramadan, il avait été invité plein de fois à l'époque. Bref. Débat classique entre Zemmour, Mélenchon et Dugarry. Ah non, c'est Victor Ferry. Alors lui, on l'emmerde. C'est vraiment la pire merde. Bon, bref, allez, on reprend.
Et c'est quoi votre relation un petit peu Bah, on est très amis. Moi, j'aime beaucoup Nathan Dever. Vous savez, c'est un coup de cœur amical avant d'être un coup de cœur professionnel. Et je trouve, et je pense que ceux qui nous écoutent, qui travaillent avec des amis, quel que soit leur métier, savent ce dont je parle. C'est très agréable de travailler avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Sauf quand il veut faire un C'est épisode. quoi la tech sur Ferry? Victor Ferry, c'est une pure merde. C'est vraiment la pire merde humaine qui existe. En plus, c'est un PNJ, le gars. Il a aucune conviction, il s'en bat les couilles. C'est devenu un mec d'extrême droite libertarienne totalement zinzin par pur opportunisme. Le mec, il est en mode genre, je quitte la France pour payer un peu moins d'impôts à Malte. Il a pas d'amis, il a pas de famille, il a rien, quoi. Il y a des gars, c'est des droitards, mais ils sont au moins un peu habités par des convictions. Ils ont leur hot take et tu te dis, bon voilà, je vais prendre un exemple bizarre, Sardoche, typiquement. Sardoche, c'est un immense con, un gros droitard et qu'il allait se faire foutre, évidemment. Mais Sardoche, tu le sens que c'est un être humain quand même, malgré tout. Tu le sens habité par des convictions qu'il maîtrise pas, mais c'est pas un PNJ, vous voyez. Victor Ferry, il y a rien. C'est une coquille vide, ce mec-là. Il a pas d'âme. Il a pas d'âme et il est en mode le plus raciste, outrancier et dégueulasse possible par pur opportunisme parce que ça le fait marrer. À la base, c'était un mec qui parlait de rhétorique, mais voilà. Pour dire, hein, si je prends Sardoche en exemple comme étant au moins un homme de droite qui a à peu près un être humain, c'est dire à quel point Victor Ferry, c'est vraiment la pire des merdes. Il n'y a pas d'âme derrière ce regard vide, vraiment. Quel enfer, ce gars-là. Métier savent ce dont je parle. C'est très... Pourquoi Sardoche n'est pas le PNJ original? Mais Sardoche, il a ces espèces de lubies bizarres que seul lui comprend. Et ces moments où il s'énerve, il est en mode genre, genre, enfin, c'est juste qu'il est complètement con et droitard. Mais pour moi, c'est pas un PNJ, vous voyez. Pour moi, il est sincèrement libertarien, Ferry. Mais libertarien parce que c'est un débile qui est en mode genre, j'aimerais gagner plus d'argent et payer moins d'impôts. Je vais aller ailleurs pour payer moins d'impôts et du coup, je suis libertarien. Vraiment, il a pas d'âme, ce mec-là. Il a pas d'âme. C'est les pires profils pour moi. Pire profil. Sardoche, il souffre trop de lui-même pour être un PNJ. Voilà, ce genre de choses. Tu sens qu'il y a quand même une flamme qui brûle en lui. Une flamme horrible, là. Une flamme qui pue la merde. Mais tu sens qu'il y a un peu une flamme, vous voyez. Je dis pas ça pour lui lancer des fleurs, quoi. C'est plus pour dire vraiment. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Victor Ferry, c'est le pire humain sur Terre pour moi. Ex aequo avec plein d'autres, mais genre, c'est horrible. La pire merde. Bon, bref. C'est agréable de travailler avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Sauf quand il veut faire un épisode en voix off. Sardoche, au moins, il carry the flame, exactement. We are Andreas, we carry the flame, bien sûr. We fight for the mid lane. Na 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 na. Qu'il a un peu chaud, mais ouais, dans l'ensemble, ouais, pourquoi pas. Et donc le pour et le contre, c'est une émission hyper originale puisque comme Zemmour et Nolo, c'est deux mecs et ils donnent leur avis sur tout. Comme dans Face à Face avec Julien Drey et Goldnadel sur CNews, oui tiens aussi. Alors ma réponse de Ferry, j'en ai rien à foutre, hein. Vas-y, fais ton Google AdSense sur ma gueule si tu le souhaites. Vas-y, fais-toi plaisir. Duel avec Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit sur LCI, c'est ça aussi le pluralisme. Chaque chaîne a le droit à son petit duo d'hommes blancs qui savent tout mieux que tout le monde. Luc Ferry, non. Je parlais de Victor Ferry déjà, j'étais en mode ce gars-là. Pire personne sur Terre. J'avais oublié l'existence d'un autre Ferry en la personne de Luc Ferry, qui lui aussi est probablement la pire personne sur Terre. La diatribe qu'il a eue il y a pas longtemps, c'était cauchemardesque, quoi. Cauchemardesque. Mais lui il a totalement vrillé, hein, Luc Ferry. C'est un fou furieux. Hein. Face à Face avec Julien Drey et Goldnadel sur CNews, oui tiens aussi, oui. Et comme le duel avec Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit sur LCI. Pipi versus caca. Vous préférez qui entre Cohn-Bendit et Luc Ferry? Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. On n'a pas envie de répondre à cette question. Hein. Moi, je dirais que, idéologiquement, en termes de politique pure, je préfère Cohn-Bendit, ouais. En termes de politique pure. Voilà. Il est plus marrant, voilà. Après, j'ai évidemment pas envie de défendre Daniel Cohn-Bendit, hein. Évidemment. Mais il est plus fun. On peut plus facilement se foutre de sa gueule. Juste Luc Ferry, on a envie qu'il se taise. On n'a pas envie d'entendre parler de lui. On a envie de dire, casse-toi, Luc. Casse-toi, Luc Ferry, casse-toi. Cohn-Bendit encore, on a envie de se foutre de sa gueule et puis je sais imiter Daniel Cohn-Bendit, ce que je sais pas faire. Voilà, pédo cependant, c'est pour ça que j'ai pas envie de défendre Cohn-Bendit. Mais en termes d'idées politiques et de potentiel de foutage de gueule, moi je suis plutôt Cohn-Bendit dans l'histoire. Mais voilà, le débat. Hein. Aïe. Qui est le plus sénile? Luc Ferry est plus sénile. C'est ça aussi. Vous avez déjà vu un homme plus sénile que Luc Ferry? Le mec est zinzin. On lui dit bonjour, c'est la canicule. Il répond genre mais oui, c'est la canicule. Mais moi, mon grand-père s'est échappé des camps de concentration. Le four dans lequel on l'aurait mis, il est plus chaud que la canicule. Les gens font que se plaindre. C'est bon, il y en a marre. Mais qu'ils sortent leurs armes, les policiers, qui tirent sur les musulmans. Il y en a marre des Arabes. Vraiment, il est complètement fou furieux. Hein. Complètement zinzin celui-là. Hein. Vraiment, je vois pas de mec qui a plus perdu la boule que Luc Ferry. Finkel, non mais Finkel, il est ultra basé à côté de Luc Ferry. Hein. Je suis désolé de le dire. Hein. Finky quand même, non.
Vous connaissez pas bien Luc Ferry. Je suis désolé. Alors attention, hot take. Finkielkraut met une vitesse à Luc Ferry. Hein. Alors, il y a match, pour moi, il n'y a pas match. C'est dire à quel point Luc Ferry pue la merde. Hein. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Tout ça, c'est des ordures, hein, qu'on se le dise. Tout ça, c'est des ordures. Finkielkraut, il a des moments de lucidité, genre, il se bat pas dessus au point de Luc Ferry. Ah non, 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 vraiment. Le pluralisme. Chaque chaîne a le droit à son petit duo d'hommes blancs qui savent tout mieux que tout le monde. Et vous remarquerez que chacun de ces duos Après, moi, j'aime bien faire les classements des moins pires, vous voyez, mais encore une fois, c'est tous des enflures. à la même logique. Le truc nous est vendu comme un duel entre un gars de droite et un gars de gauche, et au bout d'un moment, surprise, le mec de gauche en fait il est plutôt centriste, et le mec qu'on nous présentait comme un mec de droite s'avère à l'usage avoir un avis de facho sur à peu près tous les sujets. Il y a un extrait de Finkielkraut qui était hyper intéressant. Intéressant, hein, je dis pas qu'il était basé dedans, mais qui était peut-être révélateur des lignes qui bougent un peu au sein des sionistes français. Parce qu'il est sioniste, hein, Finkielkraut, il le disait avec son prisme de lecture sioniste. Mais il était un peu en mode... Il commence à y avoir éja entre les sionistes normaux et les méga ultra sionistes complètement fous furieux, fans de Ben Gvir et Smotrich. Ce qui est un peu contre-intuitif quand on est un anti-sioniste et un pro-palestinien, parce que tout ça, c'est un peu la même merde, mais quand même, il commence à y avoir les sionistes classiques, on va dire, comme Finkielkraut et les méga sionistes ultra matrixés. Ben, je dis ça pour une raison, c'est qu'il y a un extrait sur CNews où il était vraiment en mode genre, où il s'est embrouillé avec d'autres sionistes, il était vraiment en mode genre là, mais ces gens-là sont fous, ces gens-là sont totalement fous. Quand je vois ce qu'Israël est en train de devenir, par rapport à ces siècles d'histoire du judaïsme et tout, j'ai envie de pleurer quand je vois ça. Et quand je vois ces sionistes complètement fous, qui me hurlent dessus, qui me traitent d'antisémite, ça me rend totalement fou. Vraiment, l'extrait est intéressant. L'extrait est intéressant, en mode genre, ah ouais, il a dit sioniste, il le dit pas tel quel, parce que lui-même est sioniste, mais il est moins... Il y a des gens bien plus ravagés qu'un Finkielkraut encore, par exemple. Et du coup, même lui, il était en mode genre, non mais il y en a là, les pro-israéliens fans de Ben Gvir et Smotrich, voilà, c'est vraiment ceux qui se positionnent du point de vue du contexte israélien, qui eux sont fans de Netanyahou, fans des pires ordures israéliennes, et t'as ceux qui sont juste normalement sionistes tout en disant, non mais Netanyahou, ça va pas du tout. Et Finkielkraut, il est sur cette ligne-là, même si ça reste un sioniste, évidemment. Vous voyez. Alors après, si c'est un idiot utile, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais moi, j'avais vu dire ça, il était en mode genre, c'est vraiment en mode genre, j'ai envie de vomir quand je vois ce qu'Israël devient. Ceux qui défendent Ben Gvir et Smotrich me traitent d'antisémite, ces gens-là sont fous. Ces gens-là sont fous. Il parlait presque de l'extrême droite israélienne comme certains juifs antisionistes peuvent parler d'un Finkielkraut, vous voyez. Voilà. Donc moi, je trouvais ça intéressant, mais on emmerde Finkielkraut encore une fois. On l'emmerde. Voilà. Je dis pas ça pour dire qu'il était basé, mais l'extrait, j'hésitais. Enfin, après, c'est un moment où je streamais pas. Mais j'avais voulu réagir à cet extrait parce que je trouve que c'est un extrait qui est intéressant pour justement comprendre un petit peu comment le rapport à Israël et les lignes peuvent être doucement, beaucoup trop doucement, un peu en train de bouger, quoi. Voilà. Bref. Et le mec qu'on nous présentait comme un mec de droite s'avère à l'usage avoir un avis de facho sur à peu près tous les sujets. On va faire un Mélenchon test pour voir si c'est pareil avec le duo de France Info. On va écouter ce qu'ont dit Devers et Melun au lendemain du meeting de Saint-Denis. C'était un gros succès, ils ont été obligés d'en parler. C'est-à-dire que la pensée universaliste musique propre à la gauche, Animal Crossing. c'est pas les races, c'est pas les distinctions entre les immigrés, les Français, les je ne sais quoi. Là, Mélenchon parle comme Zemmour inversé. La gauche, c'est l'universalisme, c'est la République, c'est la laïcité, non? Pourquoi il dit que les Arabes et les Noirs sont victimes de racisme? C'est raciste! Non mais vraiment, le même truc en boucle. Vraiment, ce discours-là est totalement con. Et surtout ne pas comprendre que, attention, je vais dire un truc absolument pas évident, la gauche évolue. Oh waouh! Vous savez quoi, je vais dire un autre truc pas évident. La droite évolue. La politique n'est pas un monde figé. Oh! Ah bon? Ça me paraît... Non, je dois me tromper. Le centre évolue aussi, ouais. Je dois me tromper. Non, je dois me tromper. Je pense que c'est lui qui a raison. Bon, déjà, il a retenu que le truc sur la Nouvelle-France. Il dit rien du reste. C'est pas bon signe. Oui, il a l'air d'avoir peur. Relire Thomas Legrand de Libération. Hein. Thomas Legrand de Libération, qui est une gauche un peu plus à l'ancienne que Mélenchon, a dit lui-même le concept de Nouvelle-France de Jean-Luc Mélenchon, c'est un patriotisme ouvert face à un nationalisme fermé, et ça s'inscrit dans l'idéologie de la gauche républicaine. Voilà. Relire Thomas Legrand. Ça me fait beaucoup marrer de pouvoir dire ça. De se faire grand remplacer ce garçon. Là-dessus, il a raison. Donc, je trouve qu'il est sur une dérive. Mais c'est pour dire que même les anti-Mélenchon de Libé, les Thomas Legrand et compagnie, ils ont compris qu'effectivement la gauche évoluait et que ce concept-là, c'était bel et bien un concept de gauche et concept de la gauche en mouvement finalement, la gauche qui évolue, quoi. Voilà. Si Thomas Legrand le comprend, normalement quand t'es de gauche, t'es censé le comprendre. Voilà. Grand remplacer ce garçon.
Donc je trouve qu'il est sur une dérive absolument dangereuse. Mais bien sûr qu'il le fait sciemment. Est-ce qu'il n'est pas sur une ligne de crête? Est-ce que c'est pas... Ah mais il est plus que sur une ligne de crête. Voilà. Là, il est au fond du ravin de la décence humaine. Ce qu'il fait, c'est indécent, totalement indécent. Au fond du ravin de la décence humaine. Dose, ça va. C'est plus que du racolage. Il dit en gros, un tiers des Français sont issus de l'immigration. On est chez nous. Voilà, je veux pas. Si vous voulez, j'ai même pas besoin de donner une longue explication. Non, c'est bon, on a compris. Ouais, bon, lui, il passe pas le Mélenchon-test. Le fachomètre s'affole. Bon, Nathan Devers, lui, il en a retenu quoi? Genre, tu vois les images, tu comprends, quoi. On est chez nous. Quand on est français, peu importe notre couleur de peau, nos origines, notre confession, on est français et on est chez nous, issus d'immigration ou enracinés depuis des générations. Car on est français. Et français, c'est pas une histoire de culture ou de couleur de peau, c'est une histoire d'être français. Donc on est chez nous, même si les racistes trouvent qu'on n'est pas chez nous. Et ça, est-ce que ça serait pas universaliste? Est-ce que ça serait pas universaliste et républicain que de dire ça? C'est précisément de l'universalisme que de dire ça. Ils sont en mode genre, l'universalisme, c'est pas voir les couleurs. Et là, avec le on est chez nous et le concept de Nouvelle-France, c'est littéralement le truc le plus universaliste et républicain possible, juste un peu remis au goût du jour. Et ils sont en mode genre, en fait, c'est pas ça l'universalisme. Bah si! Oui, c'est sur France Info. On est sur France Info. Allez, Mélenchon test. Pas de ce meeting. Oui, ça aussi, ça fait partie du test. Ces fins observateurs de la vie politique ont une heure entière de meeting durant laquelle Mélenchon a fait un discours assez généraliste. Il a parlé des corégions, il a parlé des riches, il a parlé... L'avocat de Rima Hassan, il ressemble à... C'est vrai. C'est vrai qu'il a un peu la même genre de tête, Nathan Devers, que l'avocat de Rima Hassan. T'as raison. Je comprenais pas pourquoi tu parlais de Rima Hassan tout à l'heure. C'est vrai qu'ils ont un petit air. Ah, ils ont un petit air. Il y a quelque chose. Pas du tout, je sais pas. Il a pas un petit air de Nathan Devers? Regarde, c'est l'avocat de Rima Hassan, c'est qu'ils ont la même mâchoire. Attends, je veux un Nathan Devers. Foutez pas de ma gueule, il y a un air. Il y a un air, il y a un air. Rien à voir. Parce qu'ils ont la même mâchoire. Mâchoire comme ça. Random mec blanc, quoi. Oh là là. Ça va le racisme anti-blanc sur le chat? Vous dites quoi? Que tous les blancs se ressemblent? Ça veut dire quoi, ça? Vous dites que tous les blancs se ressemblent? C'est raciste. C'est pas très universaliste républicain, ça d'ailleurs. Hein. En plus, à Régis Gorilla. Il est blanc, Régis Gorilla? Vraie question. Il est à moitié tunisien. Bon. De plein de trucs, mais... Il est roumain tunisien. Ouais. Bon. Assez généraliste, il a parlé des corégions, il a parlé des riches, il a parlé de plein de trucs, mais eux, ils en ont retenu quoi? Sur quoi ils ont sciemment décidé qu'on allait s'attarder? Jean-Luc Mélenchon choisit d'être le candidat de l'antiracisme. Merveilleux, magnifique. Moi, je signe l'antiracisme. Ouais. Le seul problème, c'est comment voulez-vous être antiraciste quand vous et votre parti, mouvement, est antisémite. Attention, vous allez dire ça. Reprend une propagande raciste s'agissant des juifs, c'est-à-dire une propagande antisémite. Une rhétorique, une phraséologie. Pardon, phraséologie. Ah, une phraséologie, carrément. La phraséologie antisémite de Jean-Luc Mélenchon les exclut du camp antiraciste. D'accord. Mais toi, ton islamophobie, c'est pas juste de la phraséologie. C'est-à-dire quoi de la phraséologie? Il y a une manière de tourner les phrases antisémites, quoi. Non, mais wesh. Le mot, enfin, c'est plutôt phraséologie. Qui est antiraciste en France alors? Pour lui, l'antiracisme, c'est Sophia Aram, quoi. Voilà, c'est islamophobe. Que propagande, mais antisémite, et donc raciste vis-à-vis des juifs. Et là, c'est un des avantages de ce format, le duel, le duo dans lequel deux hommes finissent par tomber d'accord. Ils n'ont à répondre de rien, et personne ne peut leur répondre, puisqu'ils parlent entre eux sans contradiction. Oui, ça s'appelle le pour et le contre. On attend toujours une condamnation pour antisémitisme au sein de la FI. Alors, attention avec cet argument. Hein. Il y a plein de gens racistes, ils n'ont jamais été condamnés pour racisme, ils le seront jamais. Et justement, il y en a qui sont assez habiles pour éviter les condamnations tout en étant bel et bien racistes, quoi. L'explication légaliste à est-ce qu'on est raciste ou pas, je trouve que c'est quelque chose avec lequel il faut faire attention. Après, je vois où tu veux en venir d'un point de vue rhétorique, mais attention avec ça. Attention avec ça. Voilà. Je vérifie un truc. Hop là. Une ponctuation antisémite. Voilà.
Après, moi, je veux bien admettre qu'il y a eu des phrases maladroites. Mais il n'y a rien de plus que quelque chose qui serait de l'ordre de la maladresse. À aucun moment, il y a de l'antisémitisme, dans tous les cas. Puisqu'ils parlent entre eux sans contradiction. Oui, ça s'appelle le pour et le contre, mais je voilà, crois dans que... ce cas, Harry Habitant n'a pas été condamné pour VSS, donc on attend toujours la condamnation en VSS d'Harry Habitant. Hein. Du coup, il est innocent. Voilà, attention avec l'argument légaliste. Les deux sont contre Mélenchon. La dynamique est un peu la même que sur CNews, où on a des heures de plateau de gens qui parlent tous les jours des insoumis, qui salissent les insoumis, alors que les insoumis en question sont rarement là pour se défendre. Et on peut même continuer quand il y a des invités d'extrême droite et faire ça avec eux, c'est quand même plus convivial. Voilà, et si l'antisionisme devient de l'antisémitisme, comme, par exemple si la loi Yadan était passée, ça veut dire que voilà, ils auraient été condamnés pour antisémitisme, et donc du coup ils le sont bel et bien. Donc attention avec cet argument. Ils l'ont fait avec Tugdual Denis. Moi juste en un mot sur la notion d'extrême droite, qu'en effet elle évolue c'est une chose, mais par exemple vous seriez d'accord je pense pour dire que LFI, dire extrême gauche, comme avait dit de mémoire le Conseil d'État, c'est pas déconnant. Non. L'extrême gauche comme l'extrême droite, les extrêmes, c'est des termes positionnels. Oui, mais ça évolue dans Ils l'histoire. sont quasiment antisémites et eux sont... Quasiment antisémites. Ils sont quasiment antisémites, mais ils sont pas vraiment antisémites. Mais pourquoi justement ils utilisent des phrases comme ça? Leur phraséologie flirte avec l'antisémitisme. Ils sont quasiment antisémites. Parce qu'effectivement, s'ils disent qu'ils sont antisémites noir sur blanc, à un moment donné... Juste, ils peuvent même pas se le permettre, quoi, parce que c'est faux. Ils sont obligés de mentir, ils sont obligés de pas mentir totalement, quoi. Alors non, j'oubliais, excusez-moi. Il y a eu un procès contre Richard Malka, qui a sorti un bouquin pour dire qu'ils étaient passionnément antisémites, et donc du coup, on a le droit de dire que LFI est passionnément antisémite, du coup, il y a jurisprudence, et on peut dire qu'ils sont antisémites. Voilà, l'argument d'Aurore Berger. Hein. Donc, il allait bien se faire foutre aussi, Richard Malka, là, avec son petit sourire comme ça. Trop bizarre, Richard Malka est tout le temps en train de sourire, j'ai jamais vu pas sourire. Il parle d'attentats horribles, il est en mode genre... Il a son petit sourire. Ah non, pardon. C'est Raphaël Enthoven qui a écrit le bouquin défendu par Richard Malka pendant le procès. Pardon. J'ai confondu. C'était les deux. Bouquin de Enthoven, mais Richard Malka, c'est lui qui a... Parce que du coup, je crois que c'est LFI qui a porté plainte. En étant genre, vous avez pas le droit de dire qu'on est passionnant antisémite directement dans le titre de votre bouquin. Vous êtes sérieux là? Ça passe pas. Du coup, ils ont porté plainte. Et c'est Richard Malka, qui est l'avocat de Charlie Hebdo, historiquement depuis longtemps, quoi, mais depuis l'époque de Philippe Val et toutes ces enflures. Et... Du coup, il a défendu. Il a écrit aussi derrière. Bon, après, il a ressorti un truc. Voilà, c'est la doublette Enthoven-Malka, quoi. Voilà. Pipi et caca se défendent face à l'attaque de LFI, quoi. Pitié, quoi. Une pratique de la Et Macron qui a rendu hommage à Pétain, quoi. Il y a deux Pétain. Moi, je suis président de la France. Je suis président de tous les Français. Pour ceux qui se souviennent du Pétain, le collaborationniste, qui a mené à la mort des centaines de milliers de juifs français, mais je pense aussi au Pétain qui était un grand soldat. Car je suis rassembleur, président de la République. Oui, Pétain était un grand soldat. Pétain et Pète 2. Pète 2, ça allait pas du tout, hein. Moi, j'aime pas Pétain. Mais quand même, force est de constater qu'il a été vainqueur à Verdun. Je vais le panthéoniser, tiens, voilà. Après Marc Bloch. Après Manouchian. Je vais panthéoniser Pétain. Mais que le Pétain de la Première Guerre mondiale, attention. Certainement pas le Pétain de la Seconde. Lui, ça dégage très fort. Alors après, cela dit, il y a un autre gars qui était un peu sur cette ligne-là, c'était... François Mitterrand. Voilà, la figure tutélaire de Jean-Luc Mélenchon. Qui continuait à fleurir la tombe de Pétain, parce que quand même, c'est un grand homme, un grand soldat de la Première Guerre mondiale. Bon, bref, voilà. Ça craint sur Mitterrand. Hein. Pour moi, s'il y a un truc... Si moi, j'ai la plus grande critique que j'ai à faire, probablement, c'est qu'il continue à fleurir la tombe de Pétain, mais même quand il était président. C'est une dinguerie, ça, quand il pense. Hein. Et oui, la guerre d'Algérie et plein de trucs. Mais après, je connais moins l'œuvre de... J'avoue, ça, je connais pas trop. Le rôle de Mitterrand dans la guerre d'Algérie, ça, je connais moins, pour le coup. Mais je sais que c'était déjà un politicien de premier plan, enfin, ou en tout cas un politicien sous la 4ème République. Donc oui, il a traversé la guerre d'Algérie, du coup. Et milicien sous Vichy. Bah, il a commencé, il a été décoré de la Francisque, etc., etc. À la base, c'était un collabo. Enfin, c'était un collabo au sens où c'était un haut fonctionnaire de la France de Vichy. Et après, il est entré en résistance un peu plus tard, dans des réseaux gaullistes et tout. Voilà. En Algérie, il a fait exécuter beaucoup de gens. Je connaissais même pas cette partie-là de l'histoire de Mitterrand. Putain. C'est là qu'on voit que... Hein, je ne reste qu'un guerre. J'ai des angles morts sur la guerre d'Algérie, car je ne suis que matrixé par la mise en place de la sécurité sociale et l'héritage du Conseil national de la résistance au sortir de 1945. On voit bien la gauche blanche à travers moi, à travers mes angles morts de guerre. C'est vrai en plus. Je le dis sur le ton de l'humour, mais ouais. Faut que je sache plus la guerre d'Algérie. Pardon.
assez violente. Ça va, j'ai Oni Bakou pour m'attraper la veste régulièrement pour ça. Et malheureusement, cette émission originale et pertinente n'a pas trouvé son public. Philippe Corbet, le directeur de l'information de France Télé, a choisi de ne pas la renouveler à la saison prochaine. Et on peut le comprendre. France Info, la télé, ok, il y a des plateaux un peu bidons, c'est le repère de Nathalie Saint-Cric, mais pour ce qui est des invités tout au long de la journée, c'est sans doute la chaîne Info qui invite le plus de vrais spécialistes, genre des chercheurs, des universitaires. LCI, sa spécialité, c'est les gradés de l'armée. CNews, c'est les nostalgiques. Parfois en voiture, j'écoute France Info, voilà. Mais après, bon, je suis assez politisé pour m'énerver face à tous ces connards à la radio et pas me bouffer de la propagande quand il y en a. Mais parfois, oui, parfois pour juste écouter les infos. Ça peut faire le taf. Spécialité, c'est les gradés de l'armée. CNews, c'est les nostalgiques des colonies. BFM, c'est les flics. Mais sur France Info, ils vont chercher des universitaires en visio avec un son dégueulasse. On salue l'effort. À distance avec nous, Usul. Soyez le bienvenu, monsieur. Vous êtes politologue, vous êtes chroniqueur à Blast. Vous animez notamment l'émission critique des médias Rhinocéros sur Blast. Bon, là, c'est un mauvais exemple. Il est où ton... C'est pas un intellectuel, ça. Ah si, pardon, c'est un politologue. Voilà, il n'y a pas besoin de diplôme pour se déclarer politologue. Du coup, à un moment donné, pour rigoler, il a mis politologue en bio Twitter. L'intellectuel. Hein. Diplôme de politologue, là. Dans ton cul. Non, mais voilà ce qu'on voulait dire. C'est ce que je disais, la ref au diplôme de politologue. Politiste. Je crois que c'est quand t'es diplômé en sciences politiques, mais politologue, c'est un mot qui veut rien dire. Bon, là, c'est un mauvais exemple. Il est où ton diplôme de politologue, là? Dans ton cul. Non, mais voilà ce qu'on voulait dire, c'est que normalement, le sérieux des intervenants, c'est ça, la plus-value du service public. Okay. C'est pour ça que les gens écoutent France Culture, par exemple. Pour entendre moins d'opinions et plus de vraies expertises, c'est ça, la mission du service public. Sauf entre 7h et 9h, parce que les matins de France Culture, c'est l'émission de Guillaume Erner. Rébo, tu irais si on t'invite comme politologue? Bah ouais, je serais saucé, moi. J'essaierais d'être le plus based possible. Et justement, de pas être là en mode genre, moi j'aime beaucoup. Hein. J'essaierais de justement pas être en mode, j'espère que je vais être parfait. J'essaierais de mettre un petit pavé dans la mare au passage. Si on me propose de m'inviter en tant que streamer pour donner mon avis sur un truc sur France Info, là, en visio comme ça, moi on me demande, je dis vas-y, go. Hein. Pourquoi je refuserais? Au pire, j'essaierais d'en profiter pour mettre un petit pavé dans la mare, mais avoir la bonne ligne de crête. Vous voyez, pas juste arriver et faire un coup d'éclat débile, quoi. Mais voilà. Après, il y a moyen où tu te fais bouffer par le cadrage médiatique aussi, quoi. Mais bon, au pire des cas, c'est pour ça qu'il va annuler ce que je fais en ligne, quoi. Non, moi j'y irais si j'avais l'occasion. J'essaierais. Parce que les matins de France Culture, c'est l'émission de... Tu cries voter Mélenchon en faisant une quenelle. Non. de Guillaume Erner. Et il a décidé que dans sa tranche horaire, ce qui comptait, c'était son point de vue à lui avant tout. Même quand il invite des vrais chercheurs. Patrick Boucheron, un pavé sans la mare, tout à fait. Il y a une résurgence, en tout cas c'est mon analyse de l'antisémitisme. Franchement, Onibaku trop fort, hein. le meilleur chatter Twitch de France. Hein. Trouvez un meilleur punchliner de chat Twitch qu'Onibaku. Hein. De toute façon, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, littéralement. C'est le Laurent Baffy de mon chat. C'est devenu mon modérateur et c'est devenu mon ami et c'est devenu mon bras droit et mon conseiller confident et mon consigliéré. Vraiment, c'est juste parce qu'il fait des bonnes blagues dans les chats. Hein. Il est bon, hein. Franchement. Trouvez un meilleur chatter. Trouvez un meilleur chatter que Onibaku. Allez-y, bon courage. Patrick Boucheron, en ce moment, il y a une résurgence, en tout cas c'est mon analyse de l'antisémitisme, et d'un antisémitisme qui parfois utilise d'autres visages, avec un certain nombre de termes, comme l'antisémitisme est devenu un crime, l'antisémitisme politique n'est plus envisageable, alors on utilise d'autres termes, on traite des gens par exemple qui n'ont jamais pris de position particulière par rapport à Israël, de sionistes, voire de génocidaires. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette Mais pas prendre de position particulière par rapport à Israël, défendre le statu quo tel qu'il était avant le 7 octobre, après qu'il y ait un génocide à Gaza, c'est pas rien, c'est pas neutre. Surtout quand on est un responsable politique. Et qu'à côté, on parle d'antisémitisme pour dire que la gauche est antisémite justement parce qu'ils défendent la Palestine. Si on n'a rien dit de particulier par rapport à Israël, mais qu'on passe notre temps à dire que LFI est antisémite, c'est pas une position, ça? C'est pas une position déjà? Allons bon. Période particulière, Patrick Boucheron. Après que certains aient le sioniste facile sur des personnes juives, ça peut exister, mais c'est certainement pas Jean-Luc Mélenchon et des membres de la France Insoumise qui le font, quoi. Il y a des débiles partout. Il y a des gens qui whippinent tout et qui sont pas archi carrés sur la Palestine et Israël et qui sont pas archi carrés sur l'antisémitisme. Ah bon? Ça existe. Bah oui, ça existe partout, dans toutes les mouvances et tous les camps politiques. Mais c'est pas LFI en tout cas. Certainement pas à LFI. Moi, j'ai jamais vu ça à LFI pour le coup. J'ai vu des débiles sur Twitter, oui, certes. Mais certainement pas la France Insoumise.
est historien et il avait été invité pour la panthéonisation de Marc Bloch à revenir en tant qu'historien sur l'œuvre du héros républicain du jour, ce que lui et sa collègue Alia Aglan... Voilà, qui est 3 connards sur Twitter et 2 connards sur un chat Twitch qui parfois sont pas carrés par rapport à ça. Oui. Oh waouh. Ah bah du coup LFI c'est la nouvelle extrême droite antisémite. Ça va 5 minutes. Pu faire sereinement dans la première partie de l'émission. Mais dans la seconde, Guillaume Erner voulait qu'on parle de l'antisémitisme, vous l'avez entendu. Pour lui, les antisémites qui, sous Vichy, s'en étaient pris à Marc Bloch, sont de retour et aujourd'hui, ce sont eux qui traitent les uns et les autres de génocidaires et de sionistes. Patrick Boucheron, les résonances actuelles. Non, mais ça, on vous laisse parler tout seul. Mais pourquoi ? Parce que là, aujourd'hui, on est dans un autre sujet qui est celle de parler justement d'un historien qui vous nous trouvez a vraiment, donné... Vous trouvez vraiment que c'est... Vous trouvez vraiment que... Vous trouvez... J'ai pas vu cet extrait. C'est au moment où j'étais en plein full méga travaux. J'ai vu le truc un peu passer, mais j'ai pas vu l'extrait. Vraiment ? Cette question a sans doute paru un peu hors sujet à Patrick Boucheron. Bloch était un athée qui ne revendiquait pas ses origines juives. Celui qu'on faisait rentrer au Panthéon, c'était un Français, un historien et un résistant. Il n'est d'ailleurs pas mort parce qu'il était juif, il a été fusillé parce qu'il était résistant. Tout à fait. Alors après, il venait d'une famille juive alsacienne. Alors, allez, voilà. On parle de Marc Bloch, parfait. Je refais ma pub. C'est parfait parce que justement, on a parlé de ça et on a y compris parlé de la judéité de Marc Bloch, figurez-vous, même si c'était pas un truc qui était très très important dans son identité, dans son discours et encore moins dans son œuvre. Évidemment, c'était avant tout un Français très républicain. Mais justement, on en a profité pour parler quand j'ai invité mon pote là pour le... C'est pas vraiment un podcast, mais un peu. Pour parler de ça. Le rapport, de manière générale, au 19e siècle entre les Juifs et la République française. Pourquoi beaucoup de Juifs français étaient vraiment des fous de la République, comme on dit. Il y a un livre, un bouquin qui s'appelle comme ça, qui a un grand bouquin là-dessus. Des rapports entre la France républicaine et le fameux universalisme républicain et les familles juives, qui fait que la judéité de Marc Bloch et sa famille, et le fait qu'en plus c'était des Juifs alsaciens, donc on fait allemand puis français, quoi, se retrouver à souvent donner des profils de gens très républicains. Ça, on en a parlé longuement avec mon ami historien, n'est-ce pas ? Donc si vous voulez vous intéresser plus à ce sujet-là, par rapport à Marc Bloch, franchement, c'était vraiment top. Et je refais un coup de pub parce que là, franchement, ça ne demande qu'à être fait. Je vous remets le lien dans le chat. Parce que ça, on en a parlé, il en a parlé très bien, mon pote, du coup. C'est des sujets qu'il connaît bien. Affichez votre chaîne. Marc Bloch, la République et les 2 guerres mondiales. Banger. Ouais. Si vous voulez vous intéresser à ces sujets-là et à Marc Bloch de manière générale, je vous conseille ce contenu, dont je suis très fier. Voilà. Hop là, c'était ça du coup. Et donc bon, j'ai pas chapitré le truc, mais à un moment donné, ça doit être vers là, c'est plutôt vers le début où on parle justement de ça. Les Juifs alsaciens, c'est patriotes, Dreyfus, Blum et Bloch. Ah ouais, c'était les Juifs alsaciens aussi, Dreyfus et Blum. Sérieux ? Bah comme quoi. Ah, je savais même pas ça. Bah ouais. Parce qu'à un moment donné, t'as eu l'occasion d'être allemand, l'occasion d'être français, et il se trouve que le système français, tu peux aller aux plus hautes fonctions de l'État et compagnie, légalement, tout en étant juif, et la République universaliste française le permettait. Donc du coup, ça faisait qu'il y avait un attachement de beaucoup de familles juives alsaciens en particulier à la République française et aux valeurs de la République française, l'universalisme, etc. Quoi. Voilà. Donc, mais effectivement, dans son œuvre, Marc Bloch a jamais trop revendiqué sa judéité ou quoi que ce soit. Quoi. Et d'ailleurs, il était athée, mais on peut être juif et athée en même temps. Voilà. Je le rappelle. Dreyfus était alsacien, c'est aussi pour ça qu'il avait été accusé de trahison pour la France et l'Allemagne. Je savais même pas ça. Oh, la honte. C'est des sujets que je connais un petit peu, mais ça, je le savais pas. Ok. Trop intéressant. Voilà, donc moi je vous conseille, là, j'ai mis le lien dans le chat, d'aller jeter un petit coup d'œil. On en parle de ça, puis on parle de plein de trucs. C'était vraiment cool. 2h30, vous l'avez écouté en podcast. Et voilà. Explique STP pour juifs et athées. Bon, j'en ai parlé 1000 fois, mais je le refais rapidement. Juif, c'est pas juste une religion. Juif, c'est un truc, parfois on parle d'ethnoculturel. Donc t'as des marqueurs culturels communs à tout un tas de juifs, mais tu peux avoir aucune pratique religieuse. Tu peux ne pas être croyant et ne pas avoir de pratique religieuse, tout en ayant tout un tas de marqueurs culturels et une appartenance et une identité juive qui ne se rattache pas à une croyance directement. Voilà, t'as des juifs athées, des juifs laïcs. On dit plus juifs laïcs généralement. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont juifs parce qu'ils ont grandi dans des familles juives avec des marqueurs culturels juifs. Leur identité c'est juif, mais il se trouve qu'ils croient pas en Dieu, ils pratiquent pas. Et s'ils vont à la synagogue, bah limite c'est parce que c'est Kippour et c'est pour la tradition, mais ils n'ont pas de pratique religieuse. Voilà. Et comme juif, c'est pas uniquement une religion au sens où c'est un peuple ou des peuples, peu importe, on va pas rentrer dans ce débat-là, quoi, avec des cultures, etc., qui ont tenu sans nation pendant des siècles et des siècles, pendant des millénaires même, avant les États-Unis, en Europe et au Maghreb principalement et dans le monde arabe. Et ben voilà, on va dire que c'est un peuple, il y a une culture, des cultures les juifs, que ce soit les juifs ashkénazes ou les juifs séfarades. Mais par exemple, pour les juifs ashkénazes, je connais un petit peu mieux pour les juifs ashkénazes parce que moi j'ai d'origine juif ashkénaze, justement. Je suis d'origine juif ashkénaze, je suis athée moi.
Et du coup, je me considère pas vraiment juif, mais moi, je me considère comme d'origine juive. Voilà, j'ai une judéité en tout cas, vous voyez. Et donc, moi, en gros, mes ancêtres, les juifs ashkénazes, et c'était le cas de tous les juifs ashkénazes, ils parlaient leur propre langue. Ils parlaient le yiddish. Ils étaient dans des villages. C'était des villages, il n'y avait que des juifs ashkénazes. Ils parlaient leur propre langue, le yiddish. Ils étaient assez peu mélangés au reste de la société, qui par ailleurs était très antisémite. Il y avait des pogroms, etc. Quoi. Donc, quand tu étais juif, tu vivais dans un village juif, tu parlais le yiddish, une langue juive, et tu vivais avec des traditions juives et des marqueurs culturels juifs, et ben que tu crois en Dieu ou pas, que tu aies une pratique religieuse ou pas, t'en restes pas moins juif, quoi. Voilà. Donc tu peux être juif et athée. Voilà. On parle d'ethno-religion. Voilà, c'est pas ethno-culturel. Voilà, on parle d'ethno-religion. Donc c'est pour ça. Voilà. Donc c'est pour ça que Marc Bloch, effectivement, était juif parce que c'est son identité, c'est sa famille, c'est son histoire, même si lui, il était athée, quoi. Voilà. Mais on peut être juif et athée. Tes deux parents, non, c'est que du côté de mon père que je suis ashkénaze, du coup. Du côté de ma mère, je suis un Français de souche. Voilà. D'où ma tête d'anglais. Ma tête de blond. Après, j'ai le cheveu un peu épais. Je me demande si c'est pas mes origines. Bon, je sais pas. J'en sais rien. Bien, vous avez vu, il y a ça aussi. Tiens, je continue à faire ma pub. 2027, qui prendra position? Il y avait Climax et moi là pour le before de Saïra. Avec Luma. Donc voilà, il y a la VOD qui est sortie. Donc je vous mets ça aussi si ça vous intéresse. On a parlé des créateurs de contenu. Est-ce qu'ils vont prendre position? On a parlé aussi de Jean-Luc Mélenchon. Et faut-il faire la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2027? Nous autres créateurs de contenu, ce genre de choses. Donc en vrai, je crois que c'était bien. J'ai pas vu le replay. Mais j'ai passé un bon moment sur le plateau. Je pense que c'était cool, donc je vous mets aussi ça rapidement. Le replay vient de sortir. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Ça m'a fait bizarre d'ailleurs d'être à cette place en tant qu'invité. Je suis habitué parce que ce plateau, j'ai eu mon émission pendant toute la saison avec Anthony. Mais là, d'être à une autre place en tant qu'interviewé dans Saïra, sachant que là, il y a une vraie régie, un retour et tout le bordel, c'est plus pro, quoi. Du coup, j'étais en mode genre, oh. Voilà. Il est sorti tard le replay, bah oui, je sais pas exactement pourquoi, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, c'était pas un sujet brûlant. C'est pas un sujet chaud, comme on dit dans le milieu. Que le replay sorte longtemps après, c'est pas passé des trucs entre temps qui changent la donne, quoi. Voilà. Bon, allez, bref, on retourne à l'épisode de Rhinocéros, et donc, oui, la fameuse polémique, entre guillemets, de Guillaume Erner sur France Culture par rapport à Marc Bloch. Boucheron, Bloch était un athée qui ne revendiquait pas ses origines On dirait juives. qu'il est minuscule. Alors, je suis petit. Je pense que Clémarc est même plus grande que moi. Moi, je fais 1m68. Hein. Je suis un abo. Mais en plus, parfois, je suis un peu affaissé sur mon siège, comme ça. Donc ça aide pas. Voilà. Celui qu'on faisait rentrer au Panthéon, c'était un Français, un historien et un résistant. Il n'est d'ailleurs pas mort parce qu'il était juif. Il a été fusillé. Je finis là-dessus, typiquement Anthony, le journaliste de l'UMA à qui j'ai mon émission Ribot dans l'UMA. Vous voyez, on fait la même taille. On fait vraiment même taille, même gabarit. Même taille, même gabarit. Et pourtant, à chaque fois, quand je regarde les replays, il paraît plus grand que moi. Du coup, j'ai compris, c'est que lui, il se met bien près de son siège. Il reste bien droit comme ça. Vous voyez? Il a appris à faire ça. Moi, je suis toujours un peu affaissé, je suis toujours un peu comme ça. Donc, du coup, je parais un peu plus petit que lui alors qu'on fait la même taille. Non, c'est pas le siège. On a le même siège, mais c'est la manière de se tenir dans le siège. Voilà. Parce qu'il était résistant. Mais Erner, là, veut faire dire quelque chose à Boucheron. D'ailleurs, le journaliste a formulé clairement sa thèse. La dénonciation du sionisme, de la colonisation ou du génocide, c'est aujourd'hui l'équivalent fonctionnel de l'antisémitisme des années 30. Autrement dit, les nouveaux nazis sont ceux qui aujourd'hui boycottent ou dénoncent les soutiens d'Israël. C'est quand même pas compliqué. Bah dites-le, Boucheron, dites-le. On a aujourd'hui Monsieur Boucheron, espèce de piti de la gauche qui est professeur au Collège de France et qui, semble-t-il, l'autre jour sur France Inter, n'a pas voulu du tout qualifier la question de la résurgence de l'antisémitisme. Absolument. Quand on a aujourd'hui... C'est pas ça qu'il a dit. Là, ça parlait pas de résurgence de l'antisémitisme. Tu peux dire qu'il y a une augmentation des actes antisémites et qu'il y a une résurgence de l'antisémitisme, tout en disant que être antisioniste, être pro-palestinien, dénoncer ce que fait Israël, ce n'est pas de l'antisémitisme et ce n'est pas ça la résurgence de l'antisémitisme. C'est deux sujets différents, quoi. Mais bon, en même temps, on va pas demander à Michel Onfray d'utiliser son cerveau. Alors, on parlait tout à l'heure des séniles of all time dans le truc médiatique. Pour le coup, entre Michel Onfray et Luc Ferry, il y a match. Hein. Dans les top 3 des plus séniles, dans les top 3 des plus la vieille c'est un naufrage à la télévision française, il y a Luc Ferry et Onfray. Il y a les deux. Je sais pas qui est le troisième dans le top 3. C'est pas dans l'ordre, hein, mais dans le top 3, et en tout cas, c'est deux là, ça c'est sûr. Aujourd'hui de l'antisémitisme, il est bien sûr de Marine Le Pen, puisque son arrière-grand-père était Waffen-SS. Ces extraits ont circulé bien au-delà du cercle des auditeurs habituels de France Culture et ont provoqué pas mal de réactions. Boucheron a été accusé d'antisémitisme. Dans Zemmour, c'est pas qu'il est sénile, c'est que c'est un fou furieux, mais c'est pas parce qu'il est sénile pour moi. Une tribune lui a reproché sa réaction et son manque d'empathie. Il est pas incohérent, Zemmour, c'est juste c'est un nazi chimiquement pur, quoi. Vous voyez? Juste Onfray, il dit n'importe quoi, ça n'a aucun sens ce qu'il raconte. Luc Ferry, pareil, c'est plus ça, quoi. Sur X, on a pu lire qu'il s'était soumis à l'islamo-wokisme. Quelle est la question? Je voulais un prolongement. Je vous ai répondu.
Vous ne voulez rien ajouter? Non, on peut continuer à parler de Marc Bloch, c'est ça qui est passionnant. Sur les 40 minutes d'entretien censées être consacrées à Marc Bloch, l'animateur vedette de France Culture aura donc passé 10 minutes à essayer de faire dire à ses invités qu'aujourd'hui les nouveaux antisémites sont à gauche. Attends, sur France Culture qui parle de Marc Bloch? Alors que c'est un sujet passionnant. Bon bah voilà, on a fait 2h30 d'émission sur Marc Bloch, on n'a pas parlé de ça. Hein. C'est un sujet qui est tellement intéressant. Marc Bloch, sa vie, son apport à l'histoire, etc. Sur France Culture, normalement, il nous devait de faire une émission intéressante parce que le sujet est passionnant quand on s'intéresse un peu à l'histoire. Passionnant, vraiment. 25% du temps alloué à dire oui, mais Mélenchon antisémite. Ouais, c'est grave. Ah ouais, j'avais pas cette stat, c'est très 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 grave. Comme si le travail n'avait pas déjà été fait par CNews, par France Info, par toutes les autres matinales de ce pays. Mais Guillaume Erner n'allait pas en rester là, car le lendemain, à la même heure, il a choisi de faire plus simple, inviter quelqu'un d'extrême droite et lui demander aussi de parler de Jean-Luc Mélenchon sur le même sujet, celui de l'antisémitisme. Ça, je me souviens, le 24, je crois que c'était la soirée de fin de Ça ira, je me souviens, j'en ai parlé avec Lumi pour le coup de ça. Vite fait. Parce qu'on parlait de Guillaume Erner qui venait de faire sa disaster class. Et après, on était là à l'UMA avec d'autres gens à dire bah ouais, vous avez vu, il a invité Marine Le Pen ce matin. Et on était genre, mais non. Voilà. Le Pen. J'aimerais passer aux répercussions de ce conflit israélo-palestinien en France, avec la question de l'antisémitisme. J'ai trouvé sur les réseaux sociaux une sorte de petit montage qui passe comparant Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sur le sujet de l'antisémitisme. Voilà, ça c'est polémique, j'en ai entendu parler. Pour moi, c'est la caste, c'est-à-dire les tout-puissants financiers et leurs marionnettes médiatiques, politiques. Que les Juifs aient beaucoup de pouvoir dans la presse. Ça, c'est une honte. Il a même dû faire un mea culpa à moitié, enfin un faux mea culpa, mais voilà. Là, la polémique a été telle qu'ils ont dû rétropédaler. Ça ne me paraît pas un peu discutable. Alors non, vous ne rêvez pas. Il propose donc à Marine Le Pen de réagir à un petit montage qu'il a trouvé sur Internet. Ce petit montage, il vient de Léon Média, un compte sur les réseaux sociaux animé par des... Je savais même pas capté que c'était face à Marine Le Pen. J'avais pas suivi cette histoire. J'étais en plein travaux. J'ai tout confondu. C'était pas à ce moment-là, je crois que la soirée du Maroc, je sais plus. Pro-israélien, un montage facétieux, mais surtout fallacieux, puisque dans cet extrait tronqué, Mélenchon ne parlait absolument pas des Juifs. Il s'exprimait sur les puissances d'argent qui, aux États-Unis, avaient porté Donald Trump au pouvoir. Et après ce petit montage, c'est eux qui font le lien entre financiers et juifs, quoi. Alors après, c'est de la rhétorique à l'ancienne, qui pourrait être de la rhétorique antisémite si c'était une personne antisémite qui le disait dans un but antisémite. Oui. Mais bon, à ce moment-là, tu peux tout déformer, ça veut rien dire, quoi. Posé à Marine Le Pen de réagir. Quand avez-vous décidé, Marine Le Pen, de rompre avec l'antisémitisme de votre père? Cette fois, c'est à France Culture que ça a pas mal réagi. Du côté de la CGT, mais aussi du côté de la Société des producteurs et productrices de France Culture, c'est-à-dire des gens qui partagent l'antenne avec Guillaume Erner. Celui-ci a même fini par devoir présenter des excuses 2 jours plus tard. Je ferai tout ce qu'il faut, je serai vigilant à l'avenir pour que ça ne se reproduise plus. C'est essentiel puisque ça touche à ce que nous avons de plus précieux, le lien de confiance qui nous unit. Chères auditrices et auditeurs, j'ai fait 2 erreurs et je m'en excuse. 61% des Français n'ont pas confiance dans les médias traditionnels, ils ont raison. Le manque de déontologie dont basé. Guillaume Erner a fait preuve, lui a été reproché, bien sûr, mais c'est l'invitation de Marine Le Pen elle-même qui a choqué ses collègues, qui n'avaient pas été prévenus ni consultés. Ils ont fini par l'écrire dans un courrier adressé à la direction, comme nous l'apprend Younes Abzouz sur Mediapart. Merci pour le sub. D'autant qu'il y a tout juste un mois, les sociétés de journalistes et les syndicats de Radio France avaient demandé à rencontrer la direction après avoir été informés de la possible invitation d'Éric Zemmour dans la matinale de France Culture, alors qu'une règle non écrite les a conduits à renoncer aux invités politiques depuis plusieurs saisons. Cette fois-ci, donc, ses collègues réclament des sanctions, mais est-ce que c'est encore... Basé, ça veut dire cette personne dit des choses vraiment sensées. C'est-à-dire, cette personne dit des trucs qui sont cool, qui me plaisent, et qui s'appuient en plus sur... Il y a l'idée de baser, de dire c'est basé sur des faits, quoi. Voilà, c'est un peu comme dire les termes, ce genre de trucs, quoi. Basé, ça veut dire, ouais, c'est pertinent et cool, voilà. Ça veut dire étayé et pertinent et stylé. Possible. Peut-on sanctionner un animateur du service public sous prétexte qu'il a une dent contre la France insoumise et qu'il a peut-être... Expliquer ça en 2026 ? Non mais c'est bien, c'est une bonne nouvelle ça. Expliquer ça en 2026. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des gens terminally online qui regardent du Twitch 8 heures par jour et qui traînent sur Twitter sur ce chat. C'est-à-dire qu'il y a probablement du sang en frais qui arrive, qui n'est pas forcément toute la journée sur Internet. Peut-être qu'ils sont... Je sais pas quel âge t'as, j'en sais rien. Ça se trouve t'as mon âge, mais... Non, c'est plutôt une bonne... Moi je vois ça plutôt d'un bon signe. C'est-à-dire qu'il y a... Désolé, j'ai 35 ans. Bon, moi j'ai 32 en vrai. Donc on a à peu près le même âge. Mais non, c'est bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop en cercle fermé. Moi je vois ça plutôt d'un bon œil. Être un petit faible pour l'extrême droite.
Ceci dit, là, il y a une autre question qui se pose. C'est celle de la crédibilité de France Culture. C'est ça qui inquiète les gens qui bossent là-bas. Et puis, est-ce que c'est normal qu'un animateur privatise comme ça, toute une tranche horaire, la plus importante de la station en plus? Oui, est-ce qu'on ne devrait pas mettre quelqu'un avec lui à la rentrée? Un autre mec, on ferait une sorte de débat, de duel, de face à face entre Erner et quelqu'un de centre-gauche. On pourrait mettre Éric Nolot, tiens. Est-ce que tout ça, ça serait pas tout simplement les conséquences de la commission à l'oncle? Dans le service public, tout le monde est pétrifié. Sanctionner Erner? N'y pensez même pas. Erner est sans doute vu aujourd'hui comme un gage de pluralisme donné aux réactionnaires. Un type capable d'inviter complaisamment le même mois Tuc Dualdoni et Marine Le Pen, ça ne se vire pas comme ça. Un journaliste capable de faire subir plusieurs jours de cyberharcèlement à un universitaire comme Patrick Boucheron, on garde. Et sur France Télé, à la rentrée, c'est Eugénie Bastier qui va faire son arrivée à l'antenne. Elle sera présente dans le remake de L'heure de vérité, au nom du pluralisme, bien sûr. Et elle le dit elle-même, hein, si elle se retrouve là, c'est sans doute grâce à la commission d'enquête de Charles Aloncle. Écoutez, je crois qu'il y a un effort, effectivement, de ces dernières années, je pense qu'il a précédé la commission d'enquête et qui se poursuit après la commission d'enquête davantage, effectivement, d'ouverture, de pluralisme, qui était un vrai problème sur le service public. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Et avec un service public trop homogène idéologiquement, et il y a un effort qui est fait pour effectivement faire entendre d'autres voix. Tout ça, bien sûr, on en reparlera à la rentrée. Ils veulent tellement le beurre et l'argent du beurre, ces enflures, quoi. C'est toujours pareil. On a les 2 tiers des chaînes de télévision qui sont à la droite et à l'extrême droite, mais on aimerait bien que le service public soit encore plus à droite aussi. Alors que ça va, ils n'ont pas fait assez d'efforts là, avec le Nathan Devers et l'autre couillon, bon, ça va. Mais en tout cas, ça fait plaisir tout ce pluralisme, hein? Qu'est-ce qu'il faut en retenir de cet épisode de fin de saison? Je pense que Mélenchon, c'est comme les nazis. Voilà, j'ai écouté un peu toutes les chaînes pour me faire mon propre avis en m'appuyant sur le pluralisme, et je suis formel. Faut pas voter pour ce type-là, il est dangereux, on dirait le vieux Le Pen. Nous, on vous souhaite bon courage pour cet été de merde. Alors non, attends, parce que pour l'été, j'ai encore un peu de pluralisme pour vous. France Inter vous invite à passer un été avec Nietzsche, des petites chroniques comme ça tous Sylvain Tesson, oh waouh. les jours. J'ai écouté ce matin, c'était l'écrivain identitaire Sylvain Tesson qui parlait de Nietzsche. Et ça va tourner? Eh ben non, en fait, tout l'été, ça va être Sylvain Tesson sur France Inter. 40 épisodes de Sylvain Tesson, oh non, mais c'est bon, faut les se faire foutre. Oh waouh. Voilà. Ça fait quand même beaucoup de pluralisme là, non? Et ouais, et nous, on se retrouve en septembre prochain. Ils auraient pu mettre des Nietzschéens de gauche au moins. Bon, je vais pas aller au bout de cette blague. On est en enfer là-bas un peu, hein. Et encore, bon, sans même parler du fait que la forêt de Fontainebleau est en train de brûler, quoi. Bah oui, merci Lumi Usul, hein. Encore un banger Rhinocéros pour changer. Donc Rhinocéros continue l'année prochaine, si j'ai pas de bêtises. Et année présidentielle, ils vont avoir du taf, hein. Voilà. Et ils vont avoir un rôle, une utilité certaine. Ça, c'est sûr. Et Lumi? Pourquoi j'ai dit que Usul? Merci Usul et Lumi. J'ai une taille avec un taison de bouteille finalement. Aïe aïe aïe. Bah ouais, trop bien. Hein. Merci Usul et Lumi. Merci Blas pour produire tout ça. Alors on va dire tout le monde. Merci Lumi et Usul. Merci Arkiadel au montage. Merci Hamza Benkrian aux images. Merci Kathleen de Red Pop. Donc c'est 4 la petite voix. Pour la prod, merci Morgane Sabouret et Margot Simon au graphisme. Merci Mathias Entoven de Blast, directeur du développement des collaborations extérieures. Merci à Soumaya Benaïssa, la co-directrice de la rédaction de Blast. Et évidemment, merci Denis Robert, directeur de la publication de Blast. Merci pour le taf. Let's go. Voilà. Bon, il était bien ce react. Je fais ma conclusion pour la VOD YouTube, parce que je dois partir très vite. Abonnez-vous. À bientôt. J'espère que ça vous avez kiffé. Et nique les médias bollorisés et le service public qui cède à la pression de l'extrême droite à l'Assemblée nationale. Voilà. Méluche 2027, on va retravailler tout ça pour que ça soit enfin du vrai pluralisme et que les fachos aillent se faire foutre avec des petites lois antitrust et ce genre de choses. On y va, abonnez-vous. Et vive les médias indés, soutenez vos médias indés, tout à fait. Comme moi par exemple.